Les énergies carbonées, conférence passerelle du 22 novembre 2012, par Pierre-René Bocquis, ingénieur économiste et enseignant. Les énergies carbonées représentent encore 82-83% de nos énergies primaires, commerciales, c'est-à-dire de ce qu'on consomme en ayant mis tout sous les mêmes unités. Pour avoir des équivalences, on reviendra un peu là-dessus, il y a une part d'arbitraire dans ces équivalences. C'est à peine moins qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était 85% d'énergie carbonée pour 15% d'énergie non carbonée, puis aujourd'hui, c'est 83 à 17. Et je crois que ces chiffres-là illustrent bien tout le problème. Une énorme inertie des systèmes énergétiques, des systèmes de production d'énergie primaire, et l'idée qu'on va pouvoir, en 10 ans ou 15 ans, modifier très très fortement cette trajectoire, malheureusement, n'est pas réaliste. Hein? On peut faire des efforts, et ces efforts, ça revient toujours à des efforts financiers, se traduiront par un changement plus rapide que si on ne faisait pas d'efforts, mais la nature des choses, c'est que les changements ne peuvent pas être rapides, parce que la structure de consommation ne peut pas changer rapidement. Les transports, le logement, l'industrie, ça ne change pas rapidement de mode d'énergie consommée. Tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plus les 83% de la semaine d'il y a 15 jours, c'est les 17% autres. Alors d'abord, je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois. J'utilise comme base uniquement les énergies commerciales, contrairement à beaucoup de bilans où on intègre également les énergies non commerciales, dans lesquelles évidemment la biomasse traditionnelle, le bois de cueillette ou de ramassage, joue un rôle important. Presque 10% du bilan énergétique mondial fourni par des organismes comme la Banque mondiale, l'OCDE, l'AIE, c'est de la biomasse traditionnelle non commerciale. Donc dans les chiffres que je vais vous citer, c'est évacué. On va considérer qu'on connaît assez mal ça, que c'est plus ou moins constant, on n'est pas fichu de le suivre, et donc on va parler que de ce qui est commercialisé. Oui ? Pardonnez-moi de vous interrompre, maître, mais est-ce oui. que ça veut dire que les 17% que tu viens de mentionner, c'est dans la réalité quelque chose entre 25 et 27%? En gros, on consomme 12 milliards de tonnes équivalent pétrole, et il y en a 10%, qui est la biomasse traditionnelle. Donc dans les pourcentages que je vous cite, on le sort. Dans les pourcentages que vous trouverez dans l'AIE, la Banque mondiale, etc., ils sont inclus, mais sur des bases tellement arbitraires, à mon avis, qu'il est plus logique de les sortir. Effectivement, si on les réintègre, ça augmente de presque 10% la part des non fossiles. Donc c'est tout à fait important. Au lieu du 17, on aurait en gros 25. Hein. C'est tout à fait important, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ça me paraît plus facile, je dirais, de suivre ce qu'on sait compter que ce qu'on ne sait pas compter. C'est ça. Mais c'est une simplification. Le bois de cueillette en Afrique, en Asie, et même dans certains coins d'Amérique latine, etc., c'est important. Hein. Et ça permet à des tas de gens de vivre. Il y a en gros 2 milliards de gens sur les 7 milliards qui vivent comme ça, et qui ont ça comme seule énergie, qui sont connectés à aucun réseau, et qui n'achètent aucune énergie commerciale. C'est quand même 2 milliards de gens sur 7. Donc je dirais, ce dont on va parler, c'est les 5 milliards de gens qui sont dans le circuit économique monétaire. Sur ces 17% d'énergie commerciale, non carbonée, en gros, vous avez 7% d'énergie renouvelable,
6% de grande hydraulique, ça vous fait 13, et puis 4, c'est tout le reste. Tout le reste, c'est l'éolien, c'est le solaire, c'est la géothermie, c'est la biomasse énergie commerciale, les biocarburants essentiellement, et le bois chaleur commercial. En France, par exemple, c'est une part assez importante du bilan français. On fait 8 millions de TEP de bois, mais c'est du bois énergie commercial, contrairement au bois de cueillette. Alors évidemment, vous voyez bien que tout ça, c'est un petit peu arbitraire de définir qu'est-ce qui est commercial, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc 17% du bilan énergétique mondial, et ce qui est de plus en plus clair ces dernières années, c'est que si on infléchit aussi lentement dans les 20 ans qui viennent que dans les 20 ans précédents le rapport entre énergie carbonée et énergie non carbonée, on se met sur une trajectoire non plus d'augmentation de température moyenne du globe limitée à 2%, ce qui étaient les objectifs théoriques des grands accords internationaux de Kyoto et de post-Kyoto, mais sur une trajectoire 4 à 5%. C'est une trajectoire de catastrophe absolue. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ou alors, tous les modèles des climatologues sont faux, ce qui paraît aujourd'hui pratiquement exclu. On a une certitude, je dirais, à 99%. On n'est pas comme sur le boson de Higgs à 99 plus 7, 4, 9. Non, on est 99, et puis 1% qu'on se soit trompé parce qu'il y a des rétroactions compliquées qu'on n'a pas comprises. Mais on est pratiquement certain qu'on sait modéliser le climat en fonction, la température moyenne en fonction du taux de CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est vraiment un acquis, je dirais, des 5 dernières années. On pouvait encore avoir des doutes avant. Je dirais, il y a 10 ans, on avait déjà 70% de chance qu'on comprenait à peu près le système. Maintenant, on a 99% de certitude. Donc, en clair, les énergies non carbonées ont un rôle à l'évidence majeur face à ce problème. Et je dirais les quelques scientifiques qui font partie des 1% qui nient la chose, c'est triste à dire, mais parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Les scientifiques ? Oui, à l'Académie des sciences, vous avez en France Allègre. 2 personnes, Claude Allègre et M. Courtillot, qui sont tous les deux des géologues éminents, qui sont un peu des négations. Ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls, mais enfin, Ils sont connus. Et disons, si on prend l'Académie des sciences en France, allez, c'est 5 personnes, ou 6, qui sont négationnistes, pour prendre un terme un peu à la mode qui est imagé, et puis le reste, 95% de l'Académie des sciences, est convaincu. Tous les physiciens de l'atmosphère sont convaincus, tous les physiciens tout court sont convaincus, donc il ne reste plus grand monde qui a du doute. Et vous ? Et vous ? Je suis convaincu. Je ne l'étais pas il y a 10 ans, je me disais, c'est trop compliqué, on n'en sait rien, mais j'avais eu la chance, il y a plus de 10 ans, il y a 14 ans, un jour, le président de Total reçoit un petit message, le patron, du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, disant, écoutez, il y a un problème dont on voudrait vous parler, à vous et à une dizaine d'autres entreprises. C'est le changement climatique. J'avais une chance, mon président, ça n'était pas très intéressé par ça, c'était Thierry Desmarais, et il m'a dit, écoutez, allez-y, vous, ça vous amuse d'écouter des trucs bizarres. J'y suis allé, et je suis revenu en disant, mais attendez, on a un problème qu'on n'a absolument pas vu venir. Et donc, j'ai restitué, l'Académie des sciences nous avait donné leur slide, et cette présentation qui est vieille de presque 15 ans, est à mon avis encore bonne. Ah ouais. Ouais. C'est absolument clair que l'Académie des sciences était arrivée à une bonne compréhension du phénomène, mais insistait sur les incertitudes dans la modélisation, et aujourd'hui, ces incertitudes se sont terriblement resserrées. C'est-à-dire que maintenant, on est pratiquement certain de bien comprendre comment va évoluer la température moyenne en fonction de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est ces 5 dernières années, la quasi-certitude. Et bien évidemment, ça donne une coloration. Dans le temps, il y a quelqu'un qui avait dit que le soleil tournait. Alors,
Alors, comme toute chose, si vous voulez, on peut avoir une représentation du monde qui est ce qu'elle est à un certain moment, puis qui se révèle après erronée. Tous les savants étaient contre lui. Hein? Tous les savants de l'époque étaient contre lui. C'est évident, mais là c'était la différence, c'est celui qui a tiré la sonnette. Attendez, le modèle qu'on a ne correspond pas à la réalité, qui a eu raison. Alors que là c'est l'inverse, si vous voulez. Les gens qui ont théorisé l'effet de serre, c'est la fin du 19e siècle. Hein? C'est un Suédois dont le nom m'échappe pour l'instant, qui a été Nobel en 1904, et puis Fourier en France. Celui des séries de Fourier, le même. Ces gens-là ont compris comment fonctionnait le système atmosphérique, ont compris qu'il y avait des gaz qui retenaient les infrarouges réémis par la Terre, que ça réchauffait l'atmosphère, et ils l'ont théorisé Arrhenius, Arrhenius qui a eu le Nobel pour ça. Donc si vous voulez, la théorie, les gens qui sont venus contre l'opinion, les gens n'ont aucune idée si l'atmosphère, la teneur en certains gaz dans l'atmosphère modifie la température, les bases de la théorie, c'est la fin du 19e, 1895-1904. Bon, donc aujourd'hui, ce qui était une théorie un peu oubliée revient au premier plan avec une très forte probabilité d'être juste. Et si vous voulez, quand on parle de... C'est une longue digression, mais c'est pour donner l'importance du sujet des non carbonés. Quand on essaye de modéliser ça, une augmentation moyenne, ça cache une dispersion énorme. Si on prend par exemple la trajectoire actuelle, 4 degrés de plus en moyenne à la fin du siècle, ça s'étale à plus 7 degrés sur le pôle Nord, et il y a des régions où c'est seulement plus 2 degrés, et c'est horriblement compliqué dans le détail. Ils vous sortent des cartes, où c'est absolument incompréhensible si on n'est pas du métier, de voir pourquoi dans telle région ça chauffe beaucoup plus que dans telle autre. Alors il y a des explications, des pages et des pages, c'est à peu près incompréhensible si vous n'êtes pas climatologue. Hein. Ce que je veux dire, c'est que on voit aujourd'hui que cette modélisation est assez juste. On voit que ça chauffe beaucoup plus sur l'Arctique que sur l'Antarctique. Pour une certaine augmentation, on peut considérer que sur les 30 dernières années, ou non, les 50 dernières années, on a fait en gros plus 1 degré, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme, plus 1 degré. Et ils sont très inégalement répartis, ce plus 1 degré. Et on a une explication? Alors, les modélisateurs ont des explications, évidemment. La première explication, par exemple, c'est qu'en climatologie, je dirais contrairement à la physique ou à la chimie, où le principe de base, c'est quand vous rompez un équilibre, vous allez avoir des forces de rappel pour revenir vers l'équilibre. En climatologie, on a beaucoup de phénomènes qui sont au contraire auto-accélérateurs. Vous sortez de l'équilibre et vous enchaînez des conséquences qui vont vous sortir encore plus de l'équilibre. Alors prenons l'Arctique vis-à-vis de l'Antarctique. Quelle est la grosse différence dans l'Arctique et l'Antarctique? L'Arctique, vous avez une énorme surface qui était des glaces de mer réfléchissantes à haute albédo. Et dès que vous commencez à chauffer, la surface de mer se restreint, vous avez moins d'albédo, vous augmentez la température et le truc part en auto-accélération. Sur l'Antarctique, vous n'avez pas ça, vous avez très peu de glace de mer, vous avez des glaciers très épais de terre, et vous n'avez pas ce phénomène. Donc on a d'un côté une modification d'albédo parce que la surface réfléchissante diminue, et de l'autre côté, vous n'avez pas de modification d'albédo parce que la surface réfléchissante reste la même. Je prends cet exemple. Il y en a d'autres. Vous avez beaucoup de bassins sédimentaires autour de l'Arctique, Nord-Russie, Nord-Canada, etc., dans lesquels, à quelques centaines de mètres sous terre ou quelques dizaines de mètres, vous avez des hydrates piégés. Dès que vous commencez à réchauffer, le front de permafrost descend vers le sud. En descendant vers le sud, vous libérez du méthane, auto-accélération du phénomène. Donc, si vous voulez, les deux pôles ont des comportements complètement différents. Et ça, c'est de la modélisation très, très, très fine. Hein. Bon, c'est pas notre sujet de ce soir, notre sujet, c'est l'énergie. Alors, je dis,
Les énergies non carbonées, c'est que 17% du bilan des énergies primaires, et en gros c'est 17%, donc 7, 6, 4, 7% pour les énergies renouvelables, 6% pour le nucléaire, 4% pour le reste. Alors le reste, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles ENR, par rapport à la grande hydraulique, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, la géothermie, la biomasse commerciale, les énergies marines, si on veut les ajouter. Et pour l'instant, c'est l'épaisseur du trait. Donc, on va parler de ça ce soir, des deux grandes sources, en fait, d'énergie non carbonée dont on dispose, le nucléaire d'une part, les renouvelables d'autre part. Alors, je crois que on va commencer par les renouvelables, et puis on fera le nucléaire après, sachant qu'en térawattheure, c'est-à-dire en énergie produite, c'est presque équivalent, 7%, 6%, c'est du même ordre de grandeur. Et par contre, vous allez trouver plein de documents où le poids est totalement inégal, parce que les gens prennent des conventions différentes, et donc un térawattheure hydraulique n'est pas du tout l'équivalent d'un térawattheure nucléaire. Alors ça, c'est évidemment des problèmes techniques qui échappent un petit peu à la majorité des gens. Ce qui compte, c'est combien ça produit d'électricité. Ça produit à peu près autant d'électricité, le nucléaire et la grande hydraulique, à peu de choses près. Alors ça ne vous empêche pas de trouver des bilans d'énergie primaire, parce que c'est l'Agence internationale de l'énergie qui vous donne des poids complètement différents pour les deux secteurs. Uniquement parce qu'on a des conventions, pour des raisons dans lesquelles, on peut en discuter après, je ne voudrais pas m'étendre, différentes pour convertir les térawattheures en énergie primaire. Voilà en gros ce que je voulais dire en guise d'introduction. Alors, dans les renouvelables, donc la grande hydraulique, c'est la part du lion. C'est encore, je dirais, largement les 2/3 des renouvelables, tout le reste faisant 1/3. Ce qui est intéressant, c'est que le potentiel de développement de ces deux sous-secteurs. La grande hydraulique, dans beaucoup de pays, ou beaucoup de grandes zones, on est à peu près équipé. Je dirais l'OCDE, en gros, il ne reste pas beaucoup de potentiel, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Asie développée de l'OCDE, tous ces pays-là, il ne reste pratiquement pas de potentiel. Donc, la grande hydraulique dans ces pays-là va croître à 0,2% par an parce qu'il ne reste plus de sites. Il reste des sites pour l'hydraulique, essentiellement en Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est, et là, ça s'équipe. Et Chine, l'Asie du Sud-Est et Asie tout court. Et là, on a une croissance qui est plus forte, de 2,5% par an. Si on regarde ça permet, si vous voulez, quand on combine ces taux de croissance OCDE, hors OCDE, à ce que l'hydraulique maintienne plus ou moins sa part en pourcentage dans le bilan énergétique sur les 20-30 ans à venir. En clair, on pense qu'on va croître à 1,5-2% en matière d'énergie, toutes énergies confondues, et donc on voit bien que l'hydraulique, au mieux, peut conserver sa part, probablement régresser doucement. Donc les 6% actuels deviennent 5% en 2025, ou je ne sais pas quoi, je ne connais pas les chiffres exacts, personne ne les connaît. Enfin, on voit bien le phénomène. Sur les autres renouvelables, c'est une toute autre histoire. Les 10 dernières années, c'est une croissance très très forte. Une croissance à 2 chiffres, 15-20% par an, boostée complètement par des décisions politiques de favoriser ces énergies. Alors selon les pays, ça prend diverses formes, mais la forme la plus courante, c'est des tarifs de rachat de l'énergie ou de l'électricité, puisqu'en fait c'est converti en électricité, dans à peu près tous les cas, très élevés, complètement hors du marché.
Et ça, c'est très très important, c'est de bien voir qu'on a à la fois une croissance très forte, 15-20% par an, mais c'est une croissance qui repose sur des subventions. Et il est évident que plus la valeur absolue de ces productions d'électricité subventionnées monte, et plus il est difficile aux États de financer ces subventions. Pour donner des ordres de grandeur, en France, vous avez un coût moyen de production, je prends la France parce que c'est chez nous, de l'ordre de 50 € le mégawattheure. Ça vous dit pas grand-chose, mais 50 € le mégawattheure. On rachète l'éolien terrestre en gros à 100 et l'éolien offshore à 200. Donc à 4 fois le prix de revient de l'électricité moyen d'EDF pour faire ça. Alors, c'est pas mal. Alors, on verra après à quoi il faut comparer, parce que les nouveaux investissements dans le nucléaire, ils n'ont pas le même coût que les anciens. On en parlera. Vous êtes dans un rapport de 1 à 4. Ces subventions, normalement c'est l'État qui les paye, mais en fait, il en fait porter la moitié sur les comptes d'EDF et la moitié sur les consommateurs. Quand vous recevez votre facture, vous avez une dernière ligne qui vous explique la CSPE, contribution sociale, machin truc, voilà. Et ça recouvre deux choses. Pour un quart vraiment du social, les gens qui n'ont pas les moyens de payer ou qui ont fait des tarifs, qu'on ne veut pas couper pour des raisons sociales, parce que ils sont définis comme des catégories, si vous voulez, en état de précarité économique, de précarité sociale, etc., etc. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui bénéficient de ça. Mais en fait, les 2/3 de cette ligne que vous avez dans votre facture, c'est des subventions aux énergies renouvelables. Donc regardez votre facture et puis dites-vous combien ça fait. Et vous verrez que ça fait énormément d'argent. On en laisse une partie dans les comptes d'EDF qui plombe EDF. Donc entreprise publique dont la valeur boursière vaut aujourd'hui beaucoup moins que la moitié du prix d'introduction, ce qui est absolument extraordinaire, d'arriver à plomber un actif public, de plomber sa valeur, après avoir commencé à la vendre aux Français. Mais enfin, ça c'est une parenthèse. Ce qui est important là-dedans, c'est combien de temps on peut faire ça et jusqu'à quel point. Et en fait, le problème, il est complètement ouvert. Et presque tous les gouvernements européens, ces 2 dernières années, ont revu leur politique de subvention. En clair, de leur politique de prix de rachat à prix incitatif. La France, ce qui fait que les industriels des industries renouvelables se plaignent de se dire « attendez, rien n'est prévisible, les règles du jeu changent sans arrêt », et c'est vrai. Mais aussi les grands pays leaders des énergies renouvelables en Europe, l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark, qui est petit mais qui est un cas un peu emblématique. Donc, le problème, il est là. Combien de temps on peut se permettre de subventionner avec des subventions de 200-300%, parce que c'est bien ça dont on parle, c'est pas des subventions de 30%, c'est 200-300%. L'idée de ces subventions, elle est double. Un, c'est de se dire, pour faire du progrès technique, à baisser les coûts, il faut en faire beaucoup. C'est pas économique, mais en faisant beaucoup, on fera baisser les coûts. Et on va voir tout à l'heure que c'est en grande partie vrai, que ça a effectivement baissé les coûts, au moins en partie. Deuxièmement, c'est des énergies qui n'émettent pas de carbone. On a une valeur officielle du coût de l'émission du carbone par les marchés, mais c'est complètement artificiel. Aujourd'hui, les permis d'émission en Europe, c'est de l'ordre de 8 $ la tonne de CO2. L'Union européenne a dit on voudrait être à 20 en 2013-2014. Mais en fait, on sait que ça devrait être beaucoup plus. Et donc, quand vous subventionnez de l'éolien ou du solaire aujourd'hui, si vous dites cette subvention, c'est un espèce de compensation implicite du coût d'émission du CO2, vous trouvez là que c'est 500 à 1000 $ la tonne. Donc vous changez complètement d'ordre de grandeur. Donc ces subventions représentent
si vous voulez, un coût d'évitement du CO2 qui n'a rien à voir avec le marché qui est à $8. On est à un facteur 10 ou 100. Donc, voilà. Alors maintenant, ces énergies, elles ont chacune leurs caractéristiques. Ce que je n'ai pas dit, c'est combien elles représentent aujourd'hui à l'échelle mondiale. Je vous ai dit qu'elles avaient cru très très vite ces dernières années, croissance à 2 chiffres, au point de représenter pas loin du quart de la production électrique mondiale. En gros, à l'échelle mondiale, 2012, on va produire 20 000 TWh. La France, 500. Ça vous donne un peu les ordres de grandeur. Hein. 500 pour la France, 20 000 pour le monde. Sur les 20 000, on va avoir à peu près 4 000 d'hydraulique et 1000 de nouvelles énergies renouvelables. Donc, des énergies renouvelables non carbonées, ça fait 5 sur 20, c'est le quart. Voilà les chiffres. Le vrai problème, c'est quid dans 10 ans, quid dans 20 ans. Est-ce qu'on peut continuer les subventions qui ont permis un développement rapide ? Dans l'état de crise économique et de surendettement où est tout le monde, on sent bien que ça peut pas tenir sur le rythme des dernières années. Ce qui va se passer, je dirais, c'est largement politique, donc non réellement risible. Et ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est que la politique ? Ça réfléchit, ça reflète l'état d'esprit des citoyens. Et on n'a aucune idée de comment les gens vont réagir face à la question climatique. En ce moment, on n'en parle pratiquement plus, c'est comme si ça n'existait pas. Curieusement, les plus inquiets, c'est les pays dont on pensait qu'ils s'en moquaient complètement. C'est les Chinois, c'est les Indiens, qui eux commencent à être tout à fait inquiets. Parce qu'eux, ils font les mêmes modèles, etc. Et ils se disent où on va. Et donc vous voyez qu'il y a une espèce de renversement ces 2 dernières années, alors, qui est tout à fait intéressant. Et vous voyez que des pays dont on pensait qu'ils se fichaient du changement climatique comme de leur dernière chemise, parce que la seule chose qui les intéressait, c'est de nourrir leur population, de se développer, la Chine, a pris le leadership mondial des énergies renouvelables. Mais pourquoi ? Mais en tant que fabricant de matériel d'abord, c'est pas le peuple qui pousse là. Attendez, non. C'est la politique. C'est alors, en fait, la politique dans les pays où le peuple joue un rôle. Alors en Chine, c'est vraiment l'élite, la technostructure, l'élite de la technostructure qui a pris conscience que le problème est réel. Qui n'y croyaient pas il y a 10 ans, ils pensaient que c'était un baratin des Occidentaux pour les brider. Puis maintenant, ils se sont convaincus eux-mêmes tout seuls parce qu'ils ont des scientifiques de bon niveau. Et ça, c'est, je dirais, un élément nouveau. La Chine n'a pris le leadership dans les renouvelables que depuis 3 ans. Qu'est-ce que j'entends par leadership ? Ils sont le plus gros investisseur mondial. À peu près 50% des investissements mondiaux dans le renouvelable se font en Chine. C'est énorme. En gros, on investit cette année 250 milliards de dollars dans les renouvelables. 120 en Chine. Donc la Chine, numéro 1. Les investisseurs. Oui, mais est-ce que c'est pour une utilisation... Non, chez eux. L'investisseur chez eux. L'investisseur chez eux. On va voir après comment ils en profitent pour essayer d'amortir le choc chez eux en vendant à l'extérieur tout ce qu'ils peuvent. C'est une autre affaire. Chez eux, oui. Chez eux. Donc, je vous dis, 120 milliards d'installations chez eux. Donc, le plus gros installateur d'éolien. Ils sont devenus maintenant, en puissance installée, le numéro 1 de l'éolien mondial. Ils ont dépassé les États-Unis il y a 2 ans. Ils sont devenus le numéro 1 du solaire au plan mondial. Donc des pays qu'on n'attendait pas du tout. Il y a 5 ans, on pensait que les Chinois ne s'intéresseraient pas beaucoup aux énergies renouvelables, qu'ils mettraient le paquet uniquement sur le nucléaire, où ils sont largement leaders en matière de construction. Sur les 54 réacteurs en construction, il y en a 26 en Chine. Donc la Chine fait plus de la moitié, enfin fait la moitié des réacteurs en construction, mais ils font aussi la moitié du solaire, la moitié de l'éolien. Donc la Chine est leader des énergies non carbonées en ce moment. Et bien évidemment, ayant décidé de faire un très gros effort dans ce domaine, ils essayent, je dirais, d'en amortir le coût
en utilisant à la fois des effets de série massifs et des systèmes de financement qui leur permettent d'être imbattables. Donc, ils ont envahi le marché mondial du solaire essentiellement, c'est un peu moins vrai sur l'éolien. Ces 2 dernières années, ils ont baissé le prix des panneaux, qui ont baissé de plus de 50% en 2 ans, qui est gigantesque, 50% en 2 ans. Il n'y a aucune industrie qui a baissé ses coûts de 50% en 2 ans. Et du coup, toutes les subventions des pays développés pour développer le solaire, c'est pour l'achat de panneaux essentiellement chinois. En France, les 2 tiers des panneaux subventionnés par le prix de rachat sont des panneaux chinois. Aux US, 2 tiers aussi. Donc, c'est tout simple. On a mis, nous, en place des mécaniques d'incitation par des prix de rachat, et puis eux, ils ont vu qu'il y avait un boulevard où s'engouffrer. Et ils sont capables de serrer les coûts de production pour toutes les raisons qu'on connaît bien, de coûts de main-d'œuvre, de ceci, de cela, mais aussi par des financements, et ça, c'est la clé du problème, à des taux bien plus bas que chez nous. Et ça, si vous voulez, ça les rend imbattables sur toutes les énergies non carbonées qui ont comme caractéristique commune, que ce soit le nucléaire ou les renouvelables, d'avoir une très grosse part investissement par rapport à la part coût d'exploitation. Contrairement aux énergies carbonées où c'est l'inverse. Une centrale à charbon, à gaz, à fioul, elle a 2 tiers de son prix de revient du kilowattheure qui est la consommation de charbon, de fioul ou de gaz. Un champ d'éoliennes ou une grosse installation de solaire ou une installation nucléaire, elle a 2 tiers de coûts fixes qui sont des coûts de capital et puis moins d'1 tiers de coûts d'opération. Donc les Chinois, ils ont compris tout ça et ils sont en train de prendre une position dominante sur l'ensemble des énergies non carbonées, renouvelables et nucléaires. Et ça, il faut bien le voir parce que c'est nos partenaires ou nos concurrents, même pas de demain, pratiquement d'aujourd'hui. Le phénomène est en cours. Alors quel a été le résultat de tout ça? Ça a été une débandade absolue depuis 2 ans. Des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables dans les pays de l'OCDE. Plus de la moitié des sociétés de solaire de l'OCDE sont mortes, qu'elles soient... Alors les Allemandes, les 3 quarts sont mortes. Tous les grands C'était prévisible ou pas prévisible? Difficile. À mon avis, c'était difficile pour les dirigeants politiques et stratèges de l'OCDE d'anticiper une baisse de 50% du prix des panneaux. Je crois que personne ne l'a vu venir. On savait que ça allait être des concurrents sérieux. De là à ce qui casse complètement les reins des grands noms de la profession, personne ne l'a vu venir. Hein. Quelle est la qualité des panneaux chinois? À peu près comparable. Alors, ils ont fait... Dire que c'était pas bon. Non, mais il faut voir qui dit quoi aussi. Je crois qu'en moi... Non. Alors, il y a 2 facteurs. Qu'est-ce que c'est que la qualité d'un panneau? Un, c'est son rendement. Par rapport à l'énergie reçue sur le panneau, combien est transformé en électricité? Les panneaux, je dirais, classiques, ça se balade entre 12 et 14%. Les panneaux chinois, ils sont là-dedans. Ils font essentiellement du silicium cristallin, et là-dedans, ils font les mêmes ordres. Il y a un deuxième facteur qui est la durée de vie du panneau. Oui. Alors, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul pour savoir s'ils vont vivre 20 ans ou 30 ans, ces nouveaux panneaux. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons. On sait comment ils les fabriquent, on sait quels équipements ils utilisent, on sait tout ça. Donc, si vous voulez, l'idée de dire c'est du rabais, méfiance, j'y crois pas. Parce qu'on a ouvert le marché tout grand. Nos marchés sont grands ouverts, hein, ça c'est clair. Donc ça pose une autre question. Donc, si vous voulez... Ils font du solaire moins cher, ils ont mis au tapis les plus grandes sociétés européennes. Je ne parle pas d'en France où il y avait Photowatt qui était un épiphénomène, c'est de la goutte dans le verre d'eau, hein. C'est 300 personnes, c'est une micro-société. Alors, je dis, ça c'est les panneaux classiques. Il y a des panneaux nettement plus chers qui se baladent entre, disons, de l'ordre de 18-20%. Et de rendement, oui, au lieu des 12-13 dont on a parlé. Et il y a une société française
qui a décidé de parier là-dessus. C'est curieusement Total, qui est un pétrolier, qui a racheté le plus gros producteur américain de ces panneaux. Qui est-ce? Qui est SolarWorld, je crois. Ça là, c'est 5000 personnes, c'est 10 fois la taille de Photowatt, enfin 20 fois la taille de Photowatt. C'est 1 milliard d'euros d'investissement sur un pari technologique. Total avait fait le même pari, je me souviens, en 75-76, et avait perdu 100% de sa mise. On avait racheté Photon Power, qui était le seul au monde à avoir des brevets pour faire des panneaux à 20%, c'était déjà les mêmes chiffres en 75, et on n'a jamais pu les produire industriellement, donc on a perdu toute la mise. Et ça, je l'ai vu en direct, j'étais pas haut dans les hiérarchies, mais je l'ai vu quand même. Bon, je crois que ce qui s'est passé ces 2 dernières années, parce que c'est tout récent tout ça, va conduire aussi bien les Américains qui ont déjà mis en place un système de protection tarifaire depuis récemment, ces 6 derniers mois, et les Européens vont suivre, font une enquête officielle. Qu'est-ce que c'est le système de protection tarifaire? C'est qu'au lieu qu'ils rentrent en liberté de droit, vous leur mettez 100% de droit et puis clac. D'accord, droit de douane. Droit de douane, c'est tout simplement des droits de douane. Et l'Union européenne a lancé une enquête pour dumping. Vous savez, on a des accords avec la Chine qui fait qu'il faut approuver le dumping. C'est pas si simple. Mais à partir du moment où la mécanique bruxelloise se met sur un dossier, c'est comme des fox terriers. Une fois qu'ils ont mordu, ils vous lâchent pas tout de suite. Ça prend peut-être 2-3 ans, mais à mon avis, je pense que l'Union européenne va d'une façon ou d'une autre mettre une barrière à l'entrée aux panneaux chinois. Et puis là, on va rediscuter sagement, quoi. Mais concrètement, pour le consommateur, est-ce que ça veut dire du coup, parce que bon, tout le monde râle qu'on importe des produits de Chine et que ça fait du chômage en France, mais les consommateurs sont aussi très contents d'acheter moins cher. C'est bien évidemment que c'est un arbitrage assez délicat, parce que si vous faites remonter le prix, au lieu que les gens installent X mégawatts, ils vont installer X sur 2, ou je sais pas quoi, mais enfin, moins. C'est évident que le protectionnisme, il a un effet boomerang, c'est que les gens vont moins en acheter. Donc, si vous voulez, on était très contents, puisqu'on avait des objectifs, et qu'on a des objectifs européens, les 3x20, etc., d'augmenter notre part d'énergie renouvelable, et qu'on s'y est engagé par des accords, des traités. C'est pas des engagements verbaux, c'est pas une déclaration gouvernementale, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il est évident que plus on protège les marchés, plus on augmente le coût des renouvelables, et moins les gens en feront. Donc, ou alors plus il faudra les subventionner. C'est-à-dire que vous mettez des prix à l'entrée, mais il va falloir subventionner plus encore le prix de rachat, pour que la rentabilité reste la même. Encore plus les budgets déjà déficitaires. Exactement, donc c'est pas simple. Quand vous mettez une barrière à l'entrée, admettons que vous doubliez le prix des panneaux chinois, c'est moins que ça, on va leur mettre 30%, je sais pas ce qu'on va leur mettre. Vous allez avoir du coup 20 ou 30% de gens en moins d'investisseurs qui veulent leur 10%, leur 12% de rentabilité, quels que soient leurs critères, ils ont un critère, et donc il va falloir leur mettre 10% ou 20% de plus sur le prix de rachat pour qu'on retrouve la même masse d'investissement, la même masse de... Donc, c'est pas des trucs tout simples. On aura atteint en 2013 des objectifs qui nous sont imposés en 2020. Alors, donc, il est sûr... c'est ceux qui ont été fixés par l'Union européenne. Oui, il est sûr qu'il y a eu un emballement, si vous voulez, qui est dû au fait qu'on avait à la fois des prix de rachat, mais qui avaient été calculés pour un certain prix des équipements. Les équipements baissent de moitié, donc les gens se sont rués dans la brèche. Il y a des centaines de petits entrepreneurs, etc., des gens qui ont eu un effet d'aubaine, et donc, ça a été un feu de paille. Bon, l'effet d'aubaine est en train de se refroidir singulièrement, les pouvoirs publics disent, attendez, on n'a plus l'argent de subventionner autant, et donc, il est évident que la croissance, je dirais, par exemple, des ventes de panneaux solaires en France sur les 5 prochaines années, va être sans comparaison avec celle des 3 dernières années où la croissance a été fulgurante, de 30% par an, quelque chose comme ça. Et là, on va passer à 5% par an. Il y a les centrales avec des panneaux solaires, et puis il y a le panneau solaire pour les individus, pour l'habitat individuel. Jusqu'à maintenant, le gros du solaire,
c'était curieusement l'individuel en Europe. L'idée de fermes solaires ou de grandes centrales ne s'est concrétisée que relativement récemment. C'est-à-dire que les premières sont apparues il y a 2-3 ans en Europe. Hein. Et dans quel pays elles sont apparues un peu partout. L'Espagne a été un peu un précurseur en Europe. Et là, on en a dans les États-Unis, il y en a un peu dans l'Est. Une militaire qui a été transformée avec des panneaux solaires qui viennent des États-Unis, ça c'est très fort. Là, si c'est des panneaux Total, c'est très bien. Mais je crois qu'il faudrait quand même mettre un bémol. On n'a pas parlé d'intermittence quand même. Alors attendez, on va y revenir. On un mot quand même. On va y venir. Bon, on peut pas. Je sais pas combien. Non, c'est au chef de l'espèce. Bon. C'est quand même important de parler d'intermittence. Alors, le problème de tout ça, c'est que s'il n'y avait pas des tarifs de rachat privilégiés, si on était en économie normale, il n'y aurait pas de solaire, il n'y aurait pas d'éolien. Pourquoi ? Parce que ça coûte en gros, le prix de revient du kilowattheure continue. En France, c'est le nucléaire. En Allemagne, ça serait le charbon ou le gaz. Aujourd'hui, avec le parc qui existe, c'est de l'ordre de 40 € le mégawattheure. Avec les nouvelles installations, l'EPR, on pensait que ça allait être de l'ordre de 60. On vient d'avoir une douche froide gigantesque la semaine dernière, nous disant non, il ne va pas coûter 6 milliards, il va coûter 8,5 milliards, alors qu'il devait coûter au départ 3, 5 ou 4, c'était pas très clair. Donc on a plus que doublé. On s'approche de la loi de McNamara. Et là, ça va nous mener quelque part entre 70 et 80, pour alors faire tous les calculs. Alors à quoi on compare ces 80 ? Au prix de revient de l'éolien terrestre, entre 80 et 100. Donc on voit que les deux domaines qui étaient jusque-là disjoints se rejoignent. On va... Et puis si on prend l'éolien offshore, là on est dans la gamme des 200 € par mégawattheure. Les appels d'offres ont eu lieu, on a attribué 3 gros contrats en France, et donc Areva en a un, EDF en a un, Alstom fournit ses équipements aux deux, des énormes machines, des 6 mégawatts par unité, donc on change complètement de taille par rapport à l'onshore, où c'était 5 mégawatts par éolienne, là on passe à 6, donc c'est des machines gigantesques. Mais malgré cette course au gigantisme, vous avez besoin offshore d'une infrastructure, vous avez besoin de fondations, etc., extrêmement coûteuses, et vous êtes dans la gamme des 200 €. Donc même par rapport à un EPR, je dirais, quelque peu scandaleux, parce que le dérapage des coûts, il faudra qu'on comprenne d'où il vient, mais quelque part, il n'est pas normal, il n'est pas purement technique. Et souvent, quand il y a des grands projets, c'est ça. Hein. Eurotunnel, c'est ça. Oui. L'Oudéal, c'est ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin de décisions prises par les politiques. Alors on minimise les coûts, la décision est prise et après ça s'envole. Il y a plusieurs cas dans l'histoire où c'est exactement ça. C'est vrai, mais à mon sens, le PR n'était pas un tel changement technologique. C'est une évolution importante, mais c'est une évolution des réacteurs précédents dont on maîtrisait bien les coûts. En gros, quand on en faisait en série, on tenait à 20% près les coûts qu'on annonçait. Là, on se tape plus qu'un doublement, presque un triplement du coût annoncé. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. L'idée de dire c'est une tête de série, ça tient à moitié la route. On en a commencé à en construire un en Finlande 2 ans avant de lancer celui de Flamanville en France. Il y a quand même un retour d'expérience de la Finlande. Apparemment, ça nous a servi à rien. Il y en a 2 en Chine. Il y en a 2 en Chine en construction. Et ceux-là, ils sont pour l'instant dans le budget et dans le planning. Nous, on enfonce le planning de 100% ou à peu près, le budget de 200%, et la Chine, elle est dans les clous. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce que l'engin est intrinsèquement un engin
mal conçu, non compétitif par rapport au réacteur précédent, il faut revenir au réacteur précédent, ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas le construire et que les Chinois savent le construire? Et à ce moment-là, si c'est le cas, ben il est évident que les EPR, c'est les Chinois qui les feront, ça ne sera pas nous. Donc il faut quand même tout petit peu voir les choses en face. Si on n'est pas foutu de faire des grands travaux à un prix compétitif, s'il y a des gens qui sont capables de faire les mêmes à un coût moitié, ben, on ira dans le décor. Hein. Alors, tout ça demandera une analyse de... C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. On s'est vanté, et on se vante encore, d'avoir les plus grandes entreprises de travaux publics et les meilleures couleurs de béton du monde, que ce soit Vinci ou Bouygues en particulier, ou Eiffage ou autres. Et on s'aperçoit que ce sur quoi ils ont, semble-t-il, buté, c'est sur la façon de faire du béton armé. Alors, franchement, c'est incompréhensible. C'est un vrai problème, c'est incompréhensible. Compte tenu effectivement compte tenu du standing mondial des entreprises que tu cites très justement, enfin les deux premières, la troisième c'est plus de la construction métallique, mais les deux premiers c'est les grands du béton mondial. Ils arrivent à vendre de l'immobilier ou des tunnels ou des autoroutes dans le monde entier, donc ils sont compétitifs. Et quand il s'agit de faire du béton très haut de gamme, comme les réacteurs EPR, eh ben, ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce que c'est des problèmes de manœuvre? Les Chinois, effectivement, ils travaillent 3-8 quand c'est pas 2-12. Ce qui, chez nous, évidemment, serait totalement interdit, hein, de faire travailler l'équipe 12 heures de suite, etc. etc. Il y a quand même, je ne sais pas combien, 150 ou 200 Français sur le chantier des EPR chinois, donc on a un retour de l'expérience des Chinois, c'est pas du baratin. On voit bien à quelle vitesse ils avancent, et on voit qu'ils coulent le béton beaucoup plus vite que nous. Donc on a un vrai problème là de comprendre pourquoi. Alors nous, il semble qu'on ait changé plusieurs fois des choses qui paraissent des détails dans le design. Les Chinois, ils ont figé le design, ils y vont. Nous, après Fukushima, on a changé un certain nombre de trucs apparemment. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, il n'y a rien de tel pour faire draper un projet que de changer la définition du projet en cours de route. Hein. Ça c'est évident. Il n'y a pas d'espionnage industriel français en Chine? On a le retour d'expérience, c'est pas de l'espionnage, on a des gens là-dedans. Bah oui, ils vous donnent tout ça, mais je vous dis simplement les Chinois, ils ont figé les dessins et puis ils cavalent. Nous, on change, on est intelligent, on change. Au-delà des coûts de la main-d'œuvre, il y a peut-être aussi le fait qu'ils ont peut-être des ouvriers plus qualifiés. En construire 26 en même temps actuellement, ils ont peut-être des ouvriers qui sont plus habitués à couler ce type de béton que nous. Alors, c'est évident qu'on en fait un, ils en font 26. Et c'est une grosse différence. Quand nous on en a fait en série, on a été les moins chers du monde à faire des réacteurs parce qu'on en a fait, on en mettait 3 à 4 par an en service. Quand vous en mettez 3 par an ou 4 par an en service, qui a été le cas de la France pendant une quinzaine d'années, ben vous avez les meilleures équipes. Vous avez des grands chefs de projet, vous avez des gars qui savent ce que c'est que de construire. Quand vous en faites un et que vous n'en avez pas fait pendant 15 ans, ben vous ne savez plus. Et au lieu d'aller dans les rares industries qui savent faire des grands projets, ils ont voulu faire tout ça eux-mêmes. En Finlande, ça a été le pompon. Arriva, qui n'avait jamais fait de grands projets tout seul, a dit « j'ai pas besoin d'EDF, moi je sais construire ». Évidemment, c'est révélé qu'il ne savait pas. Tout le monde s'est dit « Flamanville, c'est bien, c'est EDF qui est le leader, mais EDF, il ne sait plus non plus ». Ils ont eu des grands chefs de projet dans le temps. Mais ça ne s'invente pas, vous ne créez pas un grand chef de projet sur un projet. Il faut en construire en permanence. Là, je peux vous dire en venant du pétrole que ce qu'il y a de plus précieux, c'est effectivement les grands chefs de projet. Des types, et vous les faites passer de l'un à l'autre, et chaque année, quand vous faites plusieurs milliards de dollars de projets, vous avez une équipe de gens qui savent faire des projets multimilliards de dollars. Si vous en faites un et que vous n'en avez pas fait depuis 15 ans, les équipes sont complètement paumées. Ça peut paraître idiot, mais c'est... Le premier EPR sera chinois, qui tournera. Ah, le premier qui tournera, c'est chinois. Après, on est parti, ça c'est clair. Ils seront partis 4 ans après les Finlandais, ils seront partis 2 ans après les Français, et ils seront au rendez-vous avant tout le monde. C'est sûr, pratiquement. Et ils commencent à avoir des équipes, ça c'est pas à répéter, qui font le tour du monde en disant vous voulez des EPR, vous savez, nous on sait faire. Nous on sait faire. Exactement, c'est ce qui va se passer. Voilà, c'est évident. Mais si vous voulez, on a fait la même chose aux Américains. Ouais. Pour la filière française, c'est une filière Westinghouse qu'on a plein en bleu, blanc, rouge, qu'on a un peu amélioré quand même à la marge. Hein. Et puis après, comme on en a commandé
en série, et les mêmes, on standardisait, on a fait un palier 900, un palier 1200, un palier 1400, on a fait des paliers avec un grand nombre de commandes. Quand on en faisait 2 ou 3 par an du même modèle, on savait faire, et on faisait moins cher que n'importe qui. D'où le parc actuel, c'est un excellent parc. Le nouveau parc EPR, on démarre dans les pires conditions. Voilà. Je suis passé des renouvelables au nucléaire comme ça insensiblement, c'était pas prévu, mais ça s'enchaînait. C'était pour vous dire les coûts, donc l'éolien onshore de l'ordre de 80, enfin le nucléaire 60-80, l'éolien onshore 80-100, l'éolien offshore 200. 80-100 et 200 inclut le coût des backups qui sont obligatoires et qui devraient être ajoutés. Grand problème, c'est qu'en fait, les énergies renouvelables sont intermittentes, et jusqu'ici, on n'a pas parlé de ça. Très souvent, tout article écrit par des Verts, on vous parle uniquement de mégawatts, de puissance installée, on ne parle jamais de mégawattheure, d'énergie fournie. Or, évidemment, ce qui intéresse le consommateur, c'est l'énergie fournie, c'est pas la puissance installée. Chiffre à retenir tout simple, en gros, le nucléaire en moyenne, même âgé, c'est un coefficient de disponibilité de 80 à 85% du temps, y compris les arrêts programmés, y compris les arrêts non programmés. Donc ça tourne à 85% du temps. L'éolien onshore en Europe, ça tourne 20-22% du temps, 4 fois moins. Donc pour la même puissance installée, vous avez 4 fois moins d'électricité et elle est aléatoire, ce qui est un deuxième inconvénient. Offshore, c'est un peu meilleur. Il semble qu'on ira vers 30%, peut-être 35%. On ne le sait pas, on n'a pas l'expérience. Alors, il reste maintenant, quand vous produisez que 20% du temps, qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Eh bien, vous avez un backup qui est forcément du thermique. Donc plus vous installez d'éolien, plus il vous faut de thermique en backup. Donc, vous ne diminuez pas vos émissions de CO2 au kilowattheure, vous les augmentez. Et ça, on le sait parfaitement. On a le cas du Danemark, qui est le leader par rapport à sa taille de l'éolien en Europe. Eh bien, au fur et à mesure qu'ils ont monté en leur pourcentage d'éolien dans leur parc, ils ont augmenté leurs émissions de CO2 au kilowattheure. Ça se passe comment le couplage? Est-ce qu'ils le reconnaissent? Alors, d'abord, je vais vous donner les chiffres et puis après, on va revenir. Actuellement, la France émet en gros 50 grammes de CO2 par kilowattheure, l'Allemagne 150, le Danemark à peu près comme l'Allemagne. Donc 3 fois plus que nous. Nous, on a une petite partie du parc qui est thermique. Donc, l'Allemagne, en sortant du nucléaire, va monter de 150 à 250. Et nous, avec le programme qu'a décidé le gouvernement, ramener le nucléaire de 75% à 50%, on va monter en gros de 50 à 100, peut-être un peu plus. Donc, on restera en dessous de l'Allemagne, mais enfin, c'est quand même une évolution qui est absolument à l'inverse des engagements internationaux qu'on a pris, des engagements européens qu'on a pris, aussi bien pour les Allemands que pour nous. Les Allemands, à la limite, c'est plus catastrophique, mais plus cohérent. Vous dites, non, je ne veux pas courir le risque du nucléaire. Le risque, il est très faible en probabilité, mais le jour où il arrive, c'est un risque majeur. C'est évident. Les Allemands disent, on a décidé qu'on ne voulait plus courir ce risque-là. Et on dit, on va vers un arrêt complet. Ça, c'est logique. La France, c'est complètement illogique. On ne voit pas en quoi 50%, c'est moins dangereux que 75%. C'est une absurdité totale. Il n'y a aucune base, il n'y a aucune étude économique derrière ce 50%. Ça, je m'en suis assuré. Il n'y a absolument rien derrière. C'est purement de la politique. Et l'illustration que c'est vraiment de la politique, c'est qu'en plus, le pouvoir politique s'arroge le pouvoir de juger quelles sont les centrales qu'il faut fermer. Ils ont dit, c'est Fessenheim qu'on ferme. Les autorités de sûreté disent non, il n'y a aucune raison. Donc, on scie la branche essentielle du nucléaire qui est la sûreté. La branche essentielle de cette industrie, c'est d'avoir une autorité de sûreté
puissantes avec de très bons ingénieurs. Si c'est plus eux qui décident de quelle centrale il faut fermer, si c'est les politiques qui s'arrogent ce pouvoir, comment voulez-vous qu'un ingénieur, je dirais, top dans le nucléaire aille à l'autorité de sûreté? Il va dire, attendez, je vais n'importe où, mais pas là, puisqu'on ne sert à rien. Donc, je crois que le côté, je vais prendre un mot extraordinairement fort, le côté criminel de cette décision, qui est de saper l'autorité de sûreté, ça prouve une incompétence absolument totale. Ils auraient dit, on veut 50%, mais on demande à l'autorité de nous dire quels sont les réacteurs, à leur avis, où il y a la probabilité d'accident, etc., la plus forte, et de nous dire lesquels il faut fermer. À la limite, c'était une contorsion, c'était une décision politique, mais au moins on demandait aux techniciens de la chose de dire laquelle il faut fermer. Bon, j'en sais rien, j'ai aucune opinion, elles ont chacune... Je me permets d'interrompre ton raisonnement. Vas-y. Il est, à mon avis, erroné, dans la mesure où tu ne peux pas annoncer 3 ans à l'avance que telle installation est plus risquée que toutes les autres. Et comment veux-tu que ça soit supportable? Bon, attends, c'est pas supportable si on t'annonce que la centrale, alors c'est faisable, mais si on te dit que celle qui est dans le bassin parisien est dangereuse et que c'est celle-là qu'il faut fermer, tu penses que l'opinion ne va pas vouloir attendre 3 ans pour qu'on la ferme? C'est complètement insensé. On leur dit aucune... Donc il faut que ce soit une décision politique, une décision politique qui ne repose pas sur des raisons de sécurité. Ça repose sur un objectif. Ça repose sur un objectif, mais pas... Enfin, bon, tu devrais quand même, non. Je pense, c'est des discussions qui sont sans fin. Je pense qu'il aurait été plus logique de demander à l'autorité de sûreté. Celles qui présentaient, chacune a un profil de différent. Il y en a qui ont des risques sismiques, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des inondations, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont, etc., etc. Elles ont toutes des profils un petit peu de risques différents. Tu fais allusion à Nogent-sur-Seine pour la région parisienne. Il est évident que, à probabilité égale de défaillance, celle qui est située sur la Seine en amont de Paris me paraît présenter un profil de risque plus important qu'une qui est citée sur la côte. Donc si je pense qu'on aurait au moins emballé l'affaire en disant l'autorité de sûreté, ça aurait été moins choquant que d'avoir des politiques totalement incompétents qui décident que c'est celle-là. Oui, mais enfin, c'est la plus ancienne, elle est sur une phase sismique. Elle n'est pas sur une phase. Il fallait en prendre une. Non, mais elle est autorisée par le. D'autant plus qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts suisses et des intérêts allemands dedans. Il faudra les rembourser. Non, ça ferait une affaire plus grosse que Florence. Je ne suis pas partisan de Je dis simplement que je ne crois pas qu'il soit possible à une agence de sûreté d'annoncer urbi et torbi que telle centrale est la plus dangereuse de France et c'est celle-là qu'il faut fermer. Si on la ferme, il faut la fermer tout de suite. Il ne faut pas attendre 5 ans. Ça fait clair, par contre, que l'autorité de sûreté aurait pu dire, c'est en augmentant les normes, ce qu'on a fait suite à Fessenheim, de dire, bah voilà, il faut tant d'investissements sur telle centrale, tant sur telle, et puis au final, c'est ce qu'est la décision est économique. Il y a une autre façon de l'emballer, c'est économique. Non, mais de dire qu'on veut enfermer, ça c'est politique, lesquels on choisit, ça peut être une décision, le choix peut être économique. Je crois qu'il n'y a pas eu un vrai débat sérieux sur dire quelle est la bonne méthode, si on a un objectif politique, quelle est la bonne méthode pour décider. Elle était proche de l'Allemagne renonçait au nucléaire. Mais pourquoi on fait un cadeau aux Allemands dans ce domaine? C'est invraisemblable. Parce qu'on était proche d'eux. On devrait au contraire truffer notre frontière, comme font les Tchèques, comme font les Slovaques. Attends, mais comme vont faire les Polonais? Ils vont les foutre à la frontière de l'Allemagne. Attends, tout le monde va mettre des centrales. On va financer une partie de cette centrale. Attends, Guy, les voisins de l'Allemagne, ils voient bien qu'il va y avoir un boulevard pour vendre de l'électricité en Allemagne. C'est évident que ce pays est importateur d'électricité. Il va y avoir en marginal l'électricité très chère, essentiellement éolienne dans les nouvelles installations. Donc, en ce moment, tout le monde dans l'Europe de l'Est est en train de se dire on va se faire des centrales près de la frontière allemande et on va vendre. Donc, il y a 6 projets en ce moment Bulgarie, Slovaquie, Tchécoslovaquie, Pologne, Pologne. Tous ces gens-là sont en train de lancer des programmes. Et les Russes les aident. Et quelle est la sécurité de tout ça? Oh si, ce sera des centrales aussi bonnes que les nôtres. Hein. E.ON, qui est la société principale allemande d'électricité, CEDF allemand, est en rouge. Oui, parce qu'il a dû arrêter 4 ou 5 centrales nucléaires. Alors, évidemment, le résultat de tout ça, c'est de rebattre les cartes complètement. Vous mettez EDF un peu à genoux, vous mettez E.ON complètement à genoux, et puis vous avez les pays de l'Est qui vont faire du nucléaire.
qui d'ailleurs, les Tchèques, il y a 3 mois, ils ont décidé, puis ils ont dit on veut pas d'Areva, on veut pas d'EPR, donc on veut bien ou des Allemands, ou des Américains, ou des Chinois, ou des Russes. Pas de Français. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Donc, alors, on les attaque en justice pour discrimination. Elle est économique ou politique, c'est toujours pareil. Pour ce type de grands investissements, il y a des types de décisions politiques. Les Tchèques, ils auraient pu éliminer les Français au 2e tour en disant vous n'êtes pas compétitifs. De les éliminer en leur disant vous n'avez pas le droit de concourir, c'est quand même un drôle de truc. Enfin bon. Ce qu'on peut retenir de tout ça. Les centrales nucléaires sont construites par qui en dehors des deux Areva? Oh là là. En gros, 50% des 26 sont, comme les 2 EPR, des technologies étrangères. Il y a des AP1000 de Westinghouse, il y a des Russes. Et puis la moitié, c'est du chinois. Alors la filière chinoise, eh ben, ils nous font le coup qu'on a fait à Westinghouse. Ils ont sinisé la filière française. C'est des centrales françaises sinisées. Et on n'a plus rien à dire. Mais on a fait la même chose. Hein. On a fait notre parc à partir d'un design soi-disant français qui était racheté à Westinghouse. On a acheté les droits d'utiliser totalement la technologie, de la franciser, et Westinghouse a été bien payé pour ça, et ils ont dit banco. Donc on fait la même chose avec les Chinois. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on a été bien payé. Ça, c'est une autre affaire. Je ne suis pas sûr qu'on soit aussi bon négociateur que les Chinois. Bon, j'ai été un peu dans tous les sens. Ce qu'on va peut-être faire, c'est faire des questions maintenant, parce qu'au fond, je n'ai pas suivi un plan didactique, il n'y avait pas d'introduction, pas de conclusion, mais je crois que le plus sympathique, ce serait qu'on fasse des questions. Entre les différentes énergies, l'éolien, le marine, vous n'avez pas du tout parlé, là, les marées, enfin, comme ça. Et puis l'éolien, quel est le moins cher? Enfin, aujourd'hui, et puis peut-être dans des pays alors, l'éolien, je vous ai dit, on a une assez bonne maîtrise des prix de revient de l'éolien terrestre, parce qu'il y en a beaucoup en Europe. Il y en a un paquet en Espagne, il y en a un paquet en Allemagne, il y en a un paquet au Danemark, même en France, en 3 ans, ça s'est multiplié. Donc le chiffre moyen que je vous ai donné, je crois qu'il représente assez bien la situation européenne. Par coïncidence, j'ai eu ce matin un échange de mails avec un Américain qui fait les moyennes sur l'Amérique, et on s'est un peu empoigné. C'est pas très différent. À 20% près, ils sont 20% en dessous de nous, c'est les mêmes coûts. Hein. Alors, oui, les énergies marines, et c'est plus constant. En dehors de l'éolien marin, oui, mais quand on calcule le coût, je pense qu'on tient compte du coefficient de production, c'est un coût moyen. Alors, ces coûts sur 24 heures, ces coûts n'incluent pas, c'est un coût sur l'année. C'est un coût sur l'année. Oui, c'est même un coût sur les 20 ans de... 65 jours de 24 heures. C'est un coût sur les 20 ans d'exploitation, on fait la somme des coûts actualisés sur le nombre d'années actualisées, etc. C'est 20 ans d'exploitation, un appareillage éolien. Ouais. On considère qu'au bout de 20 ans, il faut changer au moins toute la nacelle. Il est prévu avec quelque chose. Tout l'équipement électromécanique. Comment ça va faire comment on va faire disparaître tous ces matériaux, tout ça, ça devrait être prévu. Est-ce qu'on prévoit comment tout ce matériel va être éliminé, remplacé dans le temps? Alors, ce qu'on ne sait pas, qui pourrait être un avantage, c'est si on peut conserver, surtout pour l'offshore, les fondations et le mât. Oui. Le mât n'est pas très cher, les fondations sont très chères, et changer seulement de nacelle, c'est-à-dire la partie électromécanique. Parce qu'au bout de 20 ans, c'est cette partie-là qui est morte. Sûrement. C'est votre générateur, c'est votre boîte de vitesse s'il y a des boîtes de vitesse. Alors il y en a à un changement de vitesse, à 2, à 3, à 4. Il y a une palanquée de sous-problèmes techniques, si vous voulez. Hein. Mais donc, est-ce que tout ça est calculé? Alors, ce qui est calculé, c'est que ça peut vivre 20 ans. C'est-à-dire que le vendeur, Alstom, quand vous lui achetez une 6 MW aujourd'hui, vous la garantit pour 20 ans. D'accord. Au bout de 20 ans, alors, une centrale nucléaire, quand vous achetez un EPR, on vous le garantit 60 ans. Les générations d'avant, on vous garantissait 40 ans. Hein. Donc on est passé de 40 à 60, ça change. 60, c'est 3 fois plus que l'éolien. Mais l'éolien, les 2 tiers d'investissement en offshore, en tout cas,
c'est la fondation et le mât. Et donc, on n'a qu'un tiers à changer. Et ça, aujourd'hui, dans les calculs, on ne crédite pas l'éolien parce qu'on ne sait pas si on pourra changer, on ne sait pas comment on s'y prendra. Donc, on ne le crédite pas. Mais il y a quelque part, là, un avantage potentiel qui vaudra quelque chose un jour. Ça me paraît invraisemblable qu'au bout de 20 ans, on décommissionne complètement ces machins-là. Est-ce qu'il y a vraiment un progrès technologique sur l'éolien? Parce qu'en réalité, c'est bête comme chou, hein, le moulin avant, ça fait un bout de temps. Alors, le progrès, pas tout à fait les mêmes, le progrès, c'est qu'on est passé de 1 MW à 6 MW. C'est pas fondamentalement différent. On a multiplié par 6. 45-50, il y avait des petites éoliennes dans les champs à la fin de la guerre qui fonctionnaient, les gens faisaient leur courant comme ça. C'était des piliers de 5 ou 6 mètres de haut. Non, mais c'était 60 kW. Hein. D'accord, mais on est passé de 60 à 1000, et puis de 1000, on est passé à 6000. Donc, si tu veux, aujourd'hui, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes engins quand même. Hein. D'accord, mais est-ce qu'il y a encore un progrès technologique réel à attendre? Parce que on pense qu'on est près de l'asymptote avec les 6 MW. Est-ce que dans 20 ans on aura des 10 MW? On n'en sait rien. Ou est-ce qu'on est à l'asymptote dès maintenant? Ça fait des pales gigantesques qui font à peu près 100 mètres. Hein. Est-ce qu'on pourra développer le petit éolien? Moi cet été j'étais aux Philippines, il y a de l'éolien tout petit pour animer pour l'électricité. Le petit éolien c'est pour des consommateurs isolés, loin des réseaux. Et c'est pour les panneaux électriques, ils font ça dans les îles parce qu'ils n'ont pas d'électricité. C'est le même, je dirais, c'est la même typologie de localisation que le solaire. Oui, vous avez 2 îles dans les Antilles françaises où il y a 15-20 ans, il y en a une qui a choisi de se mettre entièrement en solaire, c'était Marie-Galante, qui est toute petite île, une petite consommation, et puis je ne sais plus où, on avait décidé de faire l'éolien. C'est sur une partie de la grande île. Et évidemment, il y a eu un typhon, et à ce moment-là, les éoliennes ont toutes été au tapis, ils ont été cassés. Et puis le solaire, il a survécu. Total, qui avait installé 100% du solaire à Marie-Galante, a dit, vous voyez, on est les meilleurs. Est-ce qu'on sait l'influence de l'augmentation du CO2 sur les tornades, sur les catastrophes qui ont provoqué les morts? Est-ce que notre critère d'évaluation de production d'énergie ne pourrait pas se baser sur le nombre de morts? Parce que, non, c'est un peu fictionnel. Pas actuellement. Le nombre de morts potentiels par changement climatique, il est infiniment supérieur au nombre de morts catastrophiques. Voilà. En clair, ça sera des morts par malnutrition, enfin par famine, ça sera des morts par migration forcée, etc. Ça peut orienter les priorités. Non mais attendez, il est évident que le jour où il y aura un consensus, qu'on va vers la catastrophe, vers des migrations incontrôlées de centaines de millions de personnes, non plus de millions. En ce moment, il y a des migrations en millions de personnes incontrôlées. On a quand même bien une corrélation. Là. Ah ben c'est évident. Mais c'est pas établi partout, malheureusement. Non mais attendez, elle deviendra évidente par l'expérience, si vous voulez. Les gens pouvaient douter que Katrina à la Nouvelle-Orléans, c'était lié au changement climatique. Il semble que ce qui vient de se passer sur la partie nord des États-Unis, nord-est, la plupart des gens maintenant pensent qu'effectivement ça ne serait pas arrivé avant. C'était vraiment un événement qui devait être millénaire et puis clac, on en a 2 en l'espace de pas longtemps. Donc, si vous voulez, encore 20 ans de trucs comme ça, et puis il y aura un consensus pour dire attendez, ça fait beaucoup de morts. Et à partir de là, la conséquence, c'est qu'on aura un coût d'émission du CO2 qui sera plus 20, qui sera 200. Donc là, et là à 200, vous changez de direction, cette espèce d'énorme paquebot qui va tout doucement, à $200 la tonne, le paquebot, il bougera. À $20, il ne bouge pas. Effectivement, la diminution des terres émergées, il y a les ouragans, les tremblements de terre probablement. Des zones où on est à la limite de pouvoir avoir un petit peu de culture, je pense l'essentiel par exemple de la bordure sahélienne en Afrique, le jour où on ne peut plus du tout planter, ça vous fait 100 millions de personnes qui vont partir quelque part, ils ne vont pas mourir sur place. Enfin, il y en a quelques-uns qui mourront sur place dans des familles, mais la plupart ils vont immigrer. Donc le jour où vous aurez une pression, on voit bien aujourd'hui
la pression à travers la Méditerranée de tous ces pauvres types qui meurent dans des barques pour aller qui en Sicile, qui aux Canaries, qui je ne sais où, en Espagne, etc. Pour l'instant, c'est 50 000 hommes par an. Quand ça sera 500 000, je peux vous dire que l'Europe sera paniquée. Donc il y a une vraie corrélation. Là. Elle semble en train de s'établir. Elle semble en train de s'établir que ces phénomènes paroxysmaux, c'est encore autre chose que l'augmentation moyenne. Et la modélisation de ces paroxysmes à l'intérieur de ces systèmes d'augmentation moyenne, c'est un des trucs où tout le monde s'étripe, et là j'y comprends rien, parce que je comprends les arguments des uns et des autres. C'est très dur d'évaluer le prix d'une énergie, parce qu'il y a le coût direct, et puis il y a le coût indirect qui est très dur à évaluer. C'est celui-là dont je parlais. Le coût indirect, effectivement. On ne raisonne plus en dollars, on raisonne en vivant. Le coût carbone, aux 83% d'énergie carbonée, elles ont un coût carbone évident, mais qu'on ne sait pas établir. On ne sait pas si c'est 20 ou si c'est 200. On n'en sait rien. Mais même en dehors des morts, il y a des coûts économiques. Alors, parce que si ça modifie l'agriculture, par exemple, il y a des coûts économiques. Oui, mais il y a des coûts économiques énormes. Vous avez toute cette étude qui avait eu un succès énorme il y a 5 ans. Comment il s'appelle, l'anglais, là? Je veux dire, le rapport de ce financier anglais il y a 5 ans. Le rapport qui avait essayé de chiffrer, ça a été le premier essai de chiffrage du coût du changement climatique. C'est un... Non, il y avait eu aussi, mais il y a plus longtemps que ça, il y a au moins 10 ans, une étude sur le prix du hamburger, et qu'un hamburger, ça devrait coûter $300 si on prenait ce que ça coûtait la vache et j'allais dire, et la pollution de la pollution de la vache avec les dégagements de méthane et ainsi de suite. Il est évident qu'une alimentation de plus en plus carnée, on n'a pas aujourd'hui dans le prix de la viande le coût des gaz à effet de serre émis par la vache. 1 mètre cube par jour. Une vache qui rumine, c'est 1 mètre cube par jour, donc c'est simple à calculer de méthane. Et si vous mettiez ça à $200 la tonne, il est évident que la viande, elle saute au prix du caviar. Déjà, elle est plus chère que les œufs. Donc il est absolument clair que notre structure de coût ne reflète absolument pas un prix élevé du carbone, elle reflète un prix nul ou bas du carbone. Dans 10 ans, s'il y a eu des catastrophes en série, on aura forcément une certaine reconnaissance du prix du carbone. On mangera un steak haché le jour de Noël, ce sera sur le CFC. On mangera une côte de bœuf le jour de Noël, et au cours de l'année, un steak haché tous les 3 jours, et puis voilà. Sur le CFC, on a réagi quand même très vite. Sur les CFC, on a réagi vite, parce que la communauté scientifique, il n'y a eu pas de voix dissonante. Voilà. A dit, c'est vrai, c'est ça. Vrai ou pas vrai, mais il n'y a pas eu de voix dissonante. Alors que sur les gaz à effet de serre, il y a eu des dissonances majeures. Et il y avait un produit de substitution qui était pratiquement aussi efficace et qui coûtait pas plus cher. Qui coûtait pas beaucoup plus cher, donc c'était beaucoup plus facile. Tandis que là, le produit de substitution, c'est les énergies non carbonées, qui sont plus chères que les énergies carbonées, ça c'est clair, et qui ne représentent que 17% de nos consommations primaires. À propos du coup, est-ce qu'on peut espérer des progrès technologiques? Pourquoi c'est si cher le solaire, l'éolien? Je vous dis, il a déjà baissé de moitié. On va prendre le solaire pour commencer. Hein. Les panneaux, c'est du silicium très pur, on scie en lame très fine. Pour faire des lingots de silicium pur, c'est beaucoup d'énergie. En clair, le PAO d'énergie, il y a encore 10 ans, il fallait 5 ans pour récupérer l'énergie que vous aviez mis pour produire le panneau. Donc aujourd'hui, on est tombé à 1 an et demi. Donc en 10 ans, on a eu un extraordinaire progrès là-dessus. Pendant que vous réfléchissez, est-ce que du silicium, on en aura suffisamment pour cette politique? Silicium, on en attend qu'on veut. Le sable de vos plages, c'est du silicium. Hein. Donc le silicium, c'est infini. Le problème, c'est la purification. Si vous voulez, le silicium à 99,99, il coûte 10 fois plus cher que le silicium à 99% de pureté. Donc vous multipliez par 10 en augmentant la pureté de 2,9 après la virgule. Il y a aussi enfin là je pose la question. Dans ma formation, j'ai retenu qu'en moyenne sur la Terre, il y a 0,5 watts par mètre carré d'énergie. Donc pour couvrir vos mégawatts, il en faut de la surface. Pour repasser une chemise, il faut pas loin du kilomètre carré. Donc, j'exagère, ça dépend si c'est au pôle Nord ou si c'est au Sahara. Hein. Mais je veux dire, c'est quelque chose à prendre en considération aussi.
la surface prise. Oui, les énergies renouvelables, leur grand caractère, on n'a pas parlé de tout, c'est d'être très diffuses. Et donc le coût vient qu'il faut concentrer une énergie diffuse. Que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, c'est de l'énergie diffuse, il faut la concentrer pour l'amener sous forme électrique, et donc c'est un coût de concentration. De l'énergie solaire, si vous voulez, la Terre doit recevoir 1000 fois les besoins de l'humanité. On fait 10 milliards de TEP, et puis le Soleil doit nous envoyer sur la Terre 1000 fois ça. Donc c'est pas un problème de disponibilité, c'est un problème de coût de concentration. Et ces coûts de concentration, c'est les panneaux, c'est l'infrastructure qui va avec, toute la mécanique derrière pour en faire un courant transportable dans des lignes, etc. Et le projet allemand de faire d'énormes centrales solaires. Alors, je vous ai amené une brochure qui vient de sortir. Le projet qui s'appelait Desertec, dont le leader allemand a fait faillite parce qu'il faisait des panneaux solaires, le pauvre. Hein. Donc, Desertec, je vous passe une brochure qui vient de sortir sur Desertec parce que je pensais que vous en parleriez. On lui donnait. Mais il y a un projet au Maroc. Dans Générique, j'ai vu le Maroc a annoncé qu'il y avait un projet de centrale. Tout le monde a des projets de centrales solaires, mais c'est des petites centrales pour les besoins locaux, pour les besoins d'une ville. On peut peut-être envisager qu'une ville comme Agadir ou Marrakech soit au solaire. C'est à l'échelle des choses envisageables avec les techniques actuelles. Desertec, c'est quelque chose de complètement différent. Il s'agissait d'alimenter l'Europe en électricité avec du solaire saharien, qu'il soit algérien, tunisien ou marocain. On peut envisager que justement modifier notre façon d'utiliser l'énergie avec beaucoup plus de production locale, et au moins pour l'éclairage. C'est toute l'idée du solaire et de l'éolien, c'est que c'est des énergies de proximité qui normalement devraient se transporter sur des petites distances, puis on voit que, en fait, pour bénéficier d'effets d'échelle, vous passez à de l'éolien très concentré, les grandes fermes offshore, ça va être des fermes de plusieurs centaines de mégawatts, donc il ne s'agit plus du tout de distribution locale, il s'agit de distribution sur le réseau national, et on se rend compte que le solaire, pour abaisser les coûts, vous passez à du solaire à concentration, du solaire terre thermique, etc., des technologies émergentes, qui vont être des technologies de masse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le petit éolien, le petit solaire décentralisé, il ne correspond qu'à des besoins dans les pays de l'OCDE qui sont très limités, les habitats dispersés, les refuges de montagne, ce que vous voulez, ou les postes le long des autoroutes pour téléphoner, ils sont tous au solaire maintenant. Hein. Bon. Les micro-consommations dispersées. Puis on se rend compte, si on veut faire du solaire bon marché, il faut faire du solaire géant. Il faut faire des mégawatts et des mégawatts. Et qu'à ce moment-là, c'est des grandes surfaces avec des systèmes très performants. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti il y a à peu près 1 an de l'équivalent qu'on pourrait appeler l'autorité européenne du réseau électrique, qui pointe le fait que la décision allemande de sortir du nucléaire et de tout remplacer par du solaire et de l'éolien va nécessiter des investissements très très importants dans le réseau, justement pour pouvoir diffuser ces différents centres. Parce que là où avant il n'y avait que quelques centrales en certains points, il n'y avait pas besoin de beaucoup de réseaux pour diffuser, là il y aura beaucoup plus d'endroits avec quand même des quantités importantes d'énergie à faire transiter. Et donc, il va falloir un réseau qui sera beaucoup plus important que celui d'aujourd'hui. Alors en fait, dans les coûts cachés des renouvelables, le fait que c'est discontinu vous oblige à 2 choses. 1, avoir un réseau surdimensionné. Par exemple, ce qui dessert une ferme éolienne, puisque ça sert 20% du temps, vous payez le coût comme si c'était utilisé 100% du temps, mais c'est utilisé 20% du temps. En clair, le coût moyen de transport est 4 à 5 fois le coût moyen de transport de la même ligne pour faire du kilowattheure nucléaire, puisqu'elle marche que 20% du temps. C'est surtout vrai pour l'éolien, parce que c'est surtout vrai pour l'éolien. C'est vrai aussi pour le solaire. En France, le solaire. En Mauritanie, il y en a. Non, parce que déjà la nuit, c'est 0. Donc vous avez déjà 50% du temps où ça ne marche pas. Mais il paraît qu'il y a des dispositifs où ils peuvent stocker. Vous pouvez stocker. Attendez, pour l'instant, le coût du stockage, c'est très très élevé. C'est très très élevé. Aujourd'hui, sur les petites installations solaires, on le fait par batterie. Quand je m'en occupais chez Total, on vendait chaque année 20-30 000 systèmes dans les pays isolés, et la moitié du coût du système, c'était les batteries. Et dans les énergies comme le géothermique ou le maritime qui serait la continue, peut-être pas pour les marées, bon, c'est mais géothermique en tout cas, c'est géothermie,
C'est pas quelque chose pour au point, c'est parfaitement au point. Il y a 50 ans que en Toscane, à Lardarello, vous avez une belle centrale, c'est la seule en Europe, parce que c'est le seul site qu'on a trouvé où il y a un gisement de vapeur haute température qui permet de faire tourner une centrale électrique. On n'en a pas trouvé d'autres. Alors on s'est dit, si la nature ne nous donne pas des gisements de vapeur, on va essayer de faire des trucs plus amusants, d'aller dans des roches sèches, et puis d'envoyer de l'eau dans des roches chaudes, etc. C'est Soultz en Alsace. C'est le scandale du siècle, ce machin-là, si vous voulez. C'est 5 à 10 fois le prix de revient au kilowattheure de l'éolien. Donc c'est 20-30 fois le prix de revient du nucléaire. Soultz, si vous voulez, c'est typiquement un truc pour faire vivre le BRGM, un établissement public honorable, à fabriquer un truc qui est complètement démentiel, qui n'est pas exportable, vous apprenez rien. Vous faites de la fracturation hydraulique, et de la fracturation hydraulique en roche rigide, c'est dans du cristallin, donc qui vous donne un effet sismique qui est à peu près 30 à 40 fois celui des fracturations pour le gaz de schiste ou le pétrole de schiste. Et ça on ne le dit pas, c'est 40 fois, à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Ça, on ne vous le dit pas, ça fait sur l'échelle de Richter, si vous voulez, qui est une échelle exponentielle, quand vous faites de la fracturation pour du pétrole ou du gaz de schiste, vous dépassez pratiquement jamais 2. 2, c'est ce que vous avez à Paris, dans toutes les avenues, vous avez le métro. Donc si c'est vraiment dangereux dans le Larzac, il faut raser Paris. Parce que c'est 2. Hein, et par contre, à Soultz, on s'est tapé quelques secousses à 4. Comme c'est une échelle logarithmique, c'est donc 40 fois plus fort, si vous voulez. Parce que c'est évident qu'on fait éclater une roche cristalline, vous avez des ondes mécaniques infiniment plus fortes que vous faites claquer une roche sédimentaire à un fort contenu en argile qui ne claque pas tellement vigoureusement. Donc, si vous dites ça à un écologiste, il vous saute à la gorge, mais c'est malheureusement vrai. Mais par exemple, la Finlande, les sources chaudes, tout ça, c'est... C'est des tout petites quantités, c'est rien. L'Europe... Non, l'Islande, oui. L'Islande, oui. C'est localisé. C'est tout petit. Alors l'Islande est peut-être le seul endroit de l'Europe, si on peut... L'Islande porte l'Europe, où on pourrait peut-être développer de la géothermie. Enfin, clairement, on n'en a pas trouvé ailleurs en Europe. Ça fait 50 ans que l'Ardarello en Toscane tourne. On n'en a pas trouvé ailleurs. Alors... C'est-à-dire on ne sait pas du tout plus loin et aller chercher de la chaleur. Mais si, on sait faire, mais ça coûte extrêmement cher pour ramener un flux thermique très faible. Par contre, ce qui se développe et qui est la géothermie intelligente, c'est la géothermie très basse en température, quelques centaines de mètres. En fait, c'est des pompes à chaleur, si vous voulez. Pour l'eau, alors. Vous en faites ce que vous voulez après. Vous pouvez vous amuser à faire des cycles compliqués pour faire de l'électricité, il vaut mieux faire de l'eau chaude directement. La maison de la radio à Paris est chauffée depuis qu'elle existe par géothermie. Il y a 20 000 logements dans la banlieue parisienne qui sont chauffés par géothermie. Mais c'est de la géothermie basse température qui permet... Et justement, quand vous avez porté ça, qu'est-ce que vous pensez du fait de cumuler des tas de petits moyens pour diminuer la consommation énergétique le problème, avec les grosses sources d'énergie comme le nucléaire, il faut le faire, comme le pétrole Il faut le faire, mais sans se faire d'illusions. En combinant les petits moyens, vous allez résoudre 10%, peut-être 20% du problème, puis il vous reste 80% à résoudre. Donc si vous voulez, l'erreur, à mon avis, intellectuelle des écologistes, c'est de penser qu'on peut résoudre 100% du problème par ces moyens-là. Il faut en faire le maximum, il faut le subventionner, je dirais, aller à 100%, payer 2 fois ce que ça vaut, pas 4 fois, parce que l'État ne peut pas se payer des subventions de 200-300%. Qu'on leur paye le double, si vous voulez, leur électricité de ce qu'on paye aux moyens traditionnels, je dirais que ça, c'est tenable jusqu'à qu'ils représentent 20% de notre consommation. Après, ça sera plus tenable, mais à ce moment-là, on aura fait des progrès entre-temps, etc., etc. Je dirais, là-dedans, c'est à chaque fois, il faut faire des comptes. C'est idem que quand vous subventionnez, par exemple, l'introduction de l'électricité dans l'automobile. C'est logique, c'est astucieux. Mais il faut que les subventions restent... raisonnable. Quand vous faites le calcul, le bonus actuel sur une voiture toute électrique, il y en a quelques-unes qui apparaissent sur le marché, Renault lance une gamme, etc. Vous faites le calcul, vous voyez que par tonne de CO2 évité, c'est plus de 1000 €. Le marché est à 8, on veut atteindre 20, c'est plus de 1000. Personne ne fait les comptes. Personne ne fait les comptes de ce que coûte ça. Pourquoi ? Parce qu'on veut préparer un marché
pour faire rentrer l'électricité dans la mobilité, ce qui n'est pas idiot. Mais simplement, quand vous en êtes à des taux de subvention pareils, attention, parce qu'évidemment, on compte que le bonus direct, mais il faut compter qu'il n'y a pas de TIPP, donc le véhicule en question, il fait perdre pendant toute la durée de sa vie la TIPP. Donc c'est pas 7 000 € de subvention que vous avez, c'est entre 15 et 20 000. Hein, et plus la collectivité, que ce soit la collectivité locale, territoriale ou l'État, paye une bonne partie de l'infrastructure de recharge. Donc vous voyez tout de suite que vos 7 000, ils sont devenus 15, ils deviennent 25, et puis vous ramenez ça à la consommation de ce que consomme une voiture pendant sa vie, c'est en gros 10 tonnes de pétrole pendant la vie d'une bagnole, hein, sur une petite voiture, 10 tonnes sur les 15 ans de durée de vie, c'est facile à calculer. Hein. Vous calculez 15 000 km par an, vous multipliez par la consommation 5 litres au 100, vous faites votre calcul, vous voyez tout de suite ce que ça consomme, c'est pas compliqué à faire, et vous voyez la perte de TIPP tout de suite. Pourquoi de telles vérités sont inacceptables actuellement? Parce que les gens n'ont pas envie de l'entendre. Parce que vous ne le passez pas. Ce matin, je suis allé au Monde. On a envoyé avec un ancien ministre socialiste, je peux même le nommer, M. Christian Pierret, qui était ministre de l'énergie et de l'industrie, enfin de l'industrie et de l'énergie. On a écrit ensemble un papier disant la fiscalité française écologique est absurde. Et on a fait un papier relativement court à argumenter. Le Monde nous l'a refusé. J'ai reçu hier la refus du Monde. C'est comme ça, je suis allé voir ce matin M. Kempf, patron de l'énergie au Monde, et il m'a dit, je ne peux rien faire. Voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Vous ne passez pas dans la presse si vous ne nagez pas dans le sens du courant. C'est effrayant. Je peux vous dire que je vais me battre dans les 15 jours qui viennent pour que ça passe soit dans l'IB, soit dans les Échos. Et je voudrais que ça passe dans un journal de gauche, parce que les Figaro, ça n'a aucun intérêt. C'est de lire des gens qui sont convaincus d'avance. Ça ne m'intéresse pas. Je voudrais passer dans un journal de gauche. Télé, non? Comment voulez-vous passer à la télé? Dans quel réseau il y a vous plaisantez? Il faudrait passer à C dans l'air. Oui, c'est la toute puissance des mensonges. Il faudrait passer à C dans l'air. On est conscient. Oui, j'ai pas la télé, hein. Mais on m'a dit, si tu veux secouer les gens, tu passes dans C dans l'air. Je suis jamais arrivé. Pourtant, des fois, il y a deux personnes qui n'ont pas le même avis danser dans l'air. Donc, il vous mettrait un opposant à votre. C'est ce que j'espère un jour. Mais si vous voulez, c'est très compliqué. Allez-y, madame. En fait, c'est pour reprendre l'argument que vous avez fait, c'est très magique. C'est juste pour savoir, quand vous parliez de l'émission de CO2 par kilowattheure, en fait, on arrivait à la conclusion que l'Allemagne consommait beaucoup plus. Ben, émettait beaucoup plus. Voilà. Et parce qu'en fait, ils compensent avec le thermique, c'est quoi le raisonnement? Bon, ils ont une proportion dans leur parc de moyenne génération non émetteur de CO2, c'est-à-dire nucléaire plus renouvelable, très très inférieur à nous. Ils ont à peu près 30% de leur parc qui n'est pas basé sur les énergies fossiles. En gros, 20 sur le nucléaire et 10 sur les autres non émetteurs, hein, hydraulique et le reste. Ils ont pas mal d'éolien et de solaire. Donc ils ont 30-70. Nous, on a 90-10 dans l'autre sens. On a 90 non émetteurs de CO2, dont en gros 80 de nucléaire et 10 d'hydraulique. Hein, je simplifie les chiffres. Hydraulique plus le petit peu d'éolien et de solaire qu'on a. Et on a 10 de thermique. Donc il est évident que quand vous avez 90-10 et puis de l'autre côté vous avez 30-70, ben évidemment on n'émet pas du tout la même chose. On émet là un rapport de 1 à 3. Vous allez avoir un nouvel interlocuteur parce que ce soir, M. Nicolas Hulot a été nommé expert. Il a dissous sa société Ouchaya et il est nommé expert par François Hollande de tout ce qui concerne l'écologie. Non mais c'est typique de la société actuelle. C'est effrayant. On nomme des gens... C'est quand même moins con que certains peuvent même répondre. Si vous voulez... Artus Bertrand ou Nicolas Hulot, c'est des gens très estimables, sauf qu'ils sont totalement nuls sur le plan scientifique. Absolument. Hein, mais personne ne le dit. L'ancien conseiller de Nicolas Hulot sur l'énergie, c'est quelqu'un de tout à fait éminent qui est Jean-Marc Jancovici. Oui. Bon, Jancovici était le conseiller énergie, il a abandonné. Et c'est quelqu'un d'intéressant. Bon, Jancovici, patron d'X Environnement, donc il est le fédérateur des polytechniciens qui s'occupent d'environnement. Et Jean-Marc a abandonné, il m'a dit je peux pas. Moi j'ai essayé d'être dans le sillage d'Artus Bertrand, je suis allé avec lui aux États-Unis faire une tournée. Il m'a fait dire dans un film l'inverse de ce que j'ai dit.
Il m'a payé le voyage, tout ça, c'était luxueux. Hein. Il est très effrayant. Oui, mais enfin, il est nul absolu. C'est une nullité totale, si vous voulez. Vous pouvez pas avoir une conversation, il ne sait pas ce que c'est qu'un rendement, il ne sait pas ce que c'est qu'un kilowattheure par rapport à un kilowatt, il est totalement nul. Mais, voilà. Bon, je suis désolé, je dis des choses que je ne devrais pas dire. À la Cité de la Réussite, dire qu'il savait qu'il était nul et que justement il se faisait entourer de gens compétents. Ben, il se faisait entourer de gens compétents, mais j'ai l'impression de moins en moins. Ils sont obligés. Justement, Jacques Covici, il a abandonné. Parce que... Oui, les gens compétents l'ont largué. Il y en a peu des gens compétents, c'est ça le drame. Alors, les gens compétents, ils travaillent pour Total, voilà. Ou pour Areva, ou pour je sais pas qui, ou non, mais la croyance, c'est que l'air et le soleil, c'est gratuit. Alors, à partir de ça, on peut tout faire. Mais quel est l'avenir de l'éolien en mer en France? Parce que le Danemark, en Allemagne, il peut mettre des éoliennes en mer parce que les mers sont très peu profondes, à 10 mètres. En France, ça tombe tout de suite à 50 ou 100 mètres, les fonds marins. Et les tonnes de béton, ils ont... Alors d'abord, ils ont un éolien marin moins cher que le nôtre, ça c'est clair. Nous, pour l'instant, on écrème les bons sites, c'est-à-dire les sites où tu es suffisamment loin de la côte pour pas avoir de gêne visuelle, mais où les fonds ne dépassent pas 20 mètres. Et où il y a du vent. Où il y a du vent, mais ça va encore, ça va pas trop mal. Hein. Mais, donc on est en train d'écrémer les sites. Après ça, il va falloir s'attaquer à des sites plus profonds, si on veut continuer à monter. Et là, les sites plus profonds, le coût je dirais, de l'infrastructure, de la fondation, monte de façon exponentielle avec la profondeur, où on va passer à des éoliennes flottantes. Il y a des projets grandioses d'éoliennes sur des caissons flottants ancrés. Alors, qu'est-ce que ça va coûter? On n'en sait rien du tout. Personne n'en a encore jamais fait, mais bon, on finira peut-être comme ça, hein. Je ne sais rien. L'énergie des marées, on ne sait pas faire. Alors, l'énergie des marées, elle a un gros avantage, c'est que d'être prévisible, contrairement à l'éolien. Bah oui. L'étape des marées, il y a 5 siècles, on faisait déjà l'étape des marées à l'heure près. Enfin, il y a 5 siècles, non, il y a 3 siècles. On savait faire à l'heure près l'étape des marées 5 ans en avance. Si vous voulez, c'est un truc qui a été étudié par tous les ports de l'Europe depuis le XVIIe siècle et particulièrement le XVIIIe siècle où vraiment il y a eu des tables de marée extrêmement sophistiquées. Donc, sachant prévoir la hauteur du niveau de l'eau, on sait calculer les courants et enregistrer les courants aux différents endroits, parce qu'en plus, sous l'eau, c'est un petit peu différent. Et donc ça, c'est l'argument numéro 1, c'est la prévisibilité. Contrairement à la houle et à l'énergie des vagues, qui est beaucoup moins prévisible, qui elle est comme le vent, hein, elle est aussi imprévisible. L'énergie des marées, elle est prévisible. Le problème, ça va être un problème de coût par rapport à la puissance installée. Les gens sous-estiment toujours le coût de faire de l'offshore. C'est un milieu très corrosif, c'est un milieu où l'intervention est chère. Intervenir sur un matériel immergé, c'est cher. C'est ou des robots ou des plongeurs, et dans les deux cas, c'est cher. Un plongeur professionnel, à l'heure, ça coûte 10 fois ce que coûte un ouvrier, hein, donc, etc., etc. Donc, on n'a pas aujourd'hui une bonne maîtrise. Qu'on fasse quelques prototypes. Et bon, c'est lancé en France, mais c'est lancé en Angleterre depuis déjà des années, hein, ou en Norvège ou ailleurs. Et puis qu'on voit ce que ça donne, c'est pas idiot. La seule façon d'avoir une idée solide, c'est de faire une installation. Hein. Tout le reste, c'est des... Hein? La Rance, ça tourne encore? Alors la Rance, c'est complètement différent. Ça, c'est marée motrice. Quand on l'a fait, la Rance, il y a maintenant 40 ans pratiquement, hein, on a dit, ça va être l'avenir, les usines marémotrices, on va en vendre dans le monde entier. C'était déjà Alstom qui a mis au point des groupes bulbes exprès pour la Rance. Pas de peau, on a eu un payout de 40 ans. Hein. On vient de le passer il y a quelques années, le payout de la Rance. Donc ça a quand même été une vraie catastrophe financière, la Rance. Hein. Bon, c'est bien parce qu'il y a une route qui passe dessus, qui permet d'aller à Dinard, c'est sympa. Alors, la Rance, maintenant que c'est amorti, évidemment, en marginal, les 20 ou 30 ans qui viennent, c'est effectivement, ça rapportera de l'argent. On a monté le niveau, il y a 5 ans récemment, de 50 cm, ça paraît rien. Ça a augmenté d'un tiers pratiquement le nombre de kilowattheures produits avec pour 50 cm, 1 mètre quoi. La Rance, le niveau du barrage si vous voulez. Hein, donc l'énergie de marée, vous captez. Donc ce truc qu'on devait vendre dans le monde entier, on en a vendu nulle part bien évidemment, et il s'en est fait pratiquement nulle part. Il s'en a fait une ou deux dans le monde.
qui sont aussi économiquement marginales. Donc les grands projets d'avenir les marées motrices, c'est les mêmes qu'il y a 50 ans. C'est les îles Chausey, c'est les mêmes projets qu'on vous ressort, si vous voulez. L'avenir de la géothermie, c'est l'Indonésie, avec 3/4 de la puissance mondiale espérée. Et ça, c'est depuis 20 ans. Mais l'Indonésie, pourquoi? Parce qu'il y a des gisements de vapeur, mais ils sont situés au mauvais endroit, avec des caractéristiques qui ne sont pas les bonnes. Donc, voilà. Donc, l'avenir de la marée motrice, c'est les îles Chausey ou l'estuaire de la Severn en Angleterre. C'est les mêmes projets qu'il y a 30 ans. Et il s'en fera très peu dans le monde, parce qu'il n'y a pas de site, si vous voulez. Alors, l'énergie des courants, comme on n'a pas de test, on n'a pas l'équivalent de la Rance en énergie des courants. Il faut se faire quelque part, que ce soit en France ou ailleurs, l'équivalent d'un truc comme la Rance, quelques dizaines de mégawatts, 10 mégawatts. Faisons ça quelque part, faisons-le à l'échelle européenne, cofinançons-le, et puis on verra le retour d'expérience, à quelle vitesse ça vieillit, s'il faut intervenir sans arrêt ou pas, etc., etc. Tout ça, on ne le maîtrise pas. Alors, on met au point des hydroliennes. Je vous ai apporté le cours que j'ai fait là-dessus. C'est un cours que je fais en Russie, ça. Et vous verrez tous les types d'hydroliennes. C'est tout à fait intéressant. Tout le monde essaye des hydroliennes. C'est très à la mode. Qu'est-ce que c'est qu'une hydrolienne? C'est une grande hélice, c'est une éolienne sous l'eau. C'est une éolienne sous l'eau. On n'a pas parlé des piles atomiques. J'aimerais bien que vous en disiez un mot. Les courants de la marée. C'est le même principe. Moi, j'aimerais bien que vous disiez un mot aussi sur les serre-générateurs. Moi, sur les piles atomiques. Qu'est-ce que vous entendez par pile atomique? C'est un système basé sur la consommation de l'hydrogène. Enfin, ce sont des piles qui sont... Je n'arrive pas... Pile à combustible, vous voulez dire? Pile à combustible. Ça, je sais que c'est pouillème par rapport à la production globale, mais comme 80% de l'énergie, que vous l'avez dit, c'est consommé dans les transports, la seule chose qui puisse marcher, c'est ça. Donc, le gros inconvénient de la pile à combustible, c'est le platine. Là aussi, c'est l'énergie de demain depuis 40-50 ans. Quand on était élève, monsieur qui est au milieu et moi, à l'Institut français du pétrole, il y avait tout un département pile à combustible et un gros département magnéto-hydrodynamique. Et aujourd'hui, on ne parle plus de magnéto-hydrodynamique. Et les piles à combustible, c'est toujours pour demain, parce que le coût, si vous voulez, pour prendre une image, dans une voiture électrique à accumulateur, en gros, les accus, c'est la moitié du prix de revient de la voiture. 50% pour Dans une voiture à pile à combustible, c'est les 4/5 la pile. Puis la voiture, c'est 1/5. Donc vous êtes complètement dehors de l'épure. Et ça, on n'a pas arrivé à améliorer ça, malgré tous les efforts. En partie, je crois, je suis en train de chercher mes hydroliennes, j'arrive pas à les trouver. Du fait que la filière hydrogène est une filière intrinsèquement Shadok. Ah bon. Ah oui, non. Parce qu'il faut plus d'énergie pour produire l'hydrogène. Voilà. C'est très énergivore à produire. C'est très cher à transporter, donc c'est une forme d'énergie peu transportable. En clair, si vous comparez, par exemple, dans le même tuyau, même pression, même épaisseur d'acier, etc., vous transportez 10 fois moins d'énergie sous forme hydrogène que si c'était un produit pétrolier. Et ça, c'est un facteur de thermodynamique, c'est-à-dire que ça ne peut pas changer comme progrès technique. C'était 10 il y a 50 ans, et ça sera 10 dans 50 ans. Mais si on peut le produire c'est de la mathématique. Si on peut le produire à l'endroit de la consommation, ce qui était la théorie. Alors, attendez. Donc, vous ne pouvez pas... C'est cher à produire, c'est cher à transporter, et c'est horriblement cher à stocker. Donc, ça n'a rien pour soi. Tous les stockages qu'on sait faire, que ce soit de l'hyperbar à 800 bars, le CEA a pris des brevets sur des réservoirs 800 bars, que ce soit des hydrures, que ce soit des nanotubes de carbone, tout ce que vous voulez, vous avez toujours 90% d'enveloppe pour moins de 10% d'hydrogène. C'est plutôt 95,5. Mais l'asymptote, ça sera 90,10. Donc, vous transportez un poids vous transportez 100 kilos, vous avez au mieux 10 kilos d'hydrogène. Et ça, c'est un facteur qui vous tue le truc. Alors, la seule technique
où on peut améliorer ce ratio, c'est que l'hydrogène soit liquide. Le problème de l'hydrogène liquide, c'est qu'il est à moins, je ne sais plus combien, 273, bon, et voilà. Et à moins 273, pour le maintenir à cette température, vous avez forcément du boil-off. Il faut qu'il s'évapore. Non, c'est pas moins 273, c'est absolu. Ouais, c'est moins 190, bon, on va se faire rien. Vous êtes obligé qu'il s'évapore en permanence. Sinon, votre réservoir se réchauffe. Hein, et le truc explose. Donc, si vous avez un réservoir à pression atmosphérique, il faut un boil-off. Et comment est-ce qu'une flotte de particuliers pouvait accepter d'avoir du boil-off à l'arrêt? C'est impossible. Donc, si vous voulez, c'est une idée qui n'a aucun sens, sauf pour des lignes dédiées où vous auriez de l'hydrogène par miracle bon marché, et des lignes dédiées où vos véhicules, ils sont dans des garages spéciaux où on récupère l'hydrogène du boil-off. Tout ça n'a tient ni queue ni tête. Moi, je voudrais que vous me disiez un mot du surgénérateur, parce qu'on a eu une expérience, il a été montré, la faisabilité a été montrée, et puis tout s'est arrêté, et on dit toujours qu'on va en faire un autre, et on entend toujours. Ça a marché, à Krasnodar. Surgénérateur, c'est une longue histoire. Oui, parce qu'il y a aussi le problème des déchets qu'on pourrait brûler. Alors, c'est une longue histoire. En fait, tout le monde s'est intéressé dès les années 60 au surgénérateur. Quand je dis tout le monde, les Américains, les Anglais, les Russes, les Allemands, nous. Alors on va prendre le surgénérateur, l'idée, c'est que dans un réacteur classique, vous utilisez que un des deux isotopes, le 235, qui ne présente qu'un tout petit pourcentage de l'uranium. Je crois que c'est 3. Hein. C'est 3. Bon, et 97%, c'est l'uranium 238 qui, lui, il passe dans le réacteur, mais il ne se passe rien. Sur les réacteurs classiques. Donc, vous avez un vrai problème. Et les physiciens du nucléaire, dès les années 50, ont dit, mais on peut utiliser l'uranium 238. Il n'est pas lui-même fissile, mais il est fertile dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'il va donner du fissile en sous-produit. Et c'est ça le surgénérateur. C'est un engin qui va utiliser la partie de l'uranium, le 238, qu'on n'utilise pas d'habitude. Et pour ça, il faut des neutrons qui ont des caractéristiques particulières. Ça s'appelle le réacteur à neutrons rapides pour des raisons, je dirais, de physique dans lesquelles on ne va pas rentrer. Dès qu'on a bien compris ça, on a vu qu'il y avait quand même un vrai problème, c'est qu'il faut des fluides de transfert de chaleur très très efficaces. Et on s'est orienté très tôt sur le sodium. En France, tout a été fait sur le sodium. On a créé un premier petit réacteur dans les années 60 qui était Rhapsody, réacteur, je ne sais pas quoi, sodium, qui a été le prototype, d'où on a fait Phoenix, qui était un 250 MW qui a tourné jusqu'à l'an dernier. Phoenix a tourné comme une horloge. Phoenix a été vraiment une success story. Et puis après 10 ans de bon fonctionnement de Phoenix, on a dit on va lancer un gros machin. Au lieu de faire un 250 MW, on va faire un 1200 MW. Et on a lancé Super Phoenix. On a créé un consortium international pour ça, parce que c'était cher. Et on a construit à Crest-Masville une vraie merveille, qui était le Super Phoenix. Alors, le problème, c'est que la merveille, elle a eu des problèmes de jeunesse difficiles. En fait, elle a eu deux problèmes, qui maintenant sont parfaitement identifiés, qui étaient bénins. Un, c'était un choix de matériaux pour le système de circulation du sodium. Il y avait un barillet, et au lieu de prendre le même acier que sur Phoenix, on a voulu être malin, on a voulu économiser 1 million d'euros, enfin $1 million sur un engin qui en valait 2 milliards, et on a pris un acier qui n'a pas tenu la route. Alors ça, c'est typiquement le truc invraisemblable. Alors je tiens ça du chef de projet de Phoenix, qui est Pierre Zaleski, qui était prof à Dauphine, là, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Il était chef de projet de Phoenix, et on l'a écarté de Super Phoenix. Alors, je ne sais pas s'il est parfaitement honnête, mais il me dit c'est une connerie que jamais j'aurais faite. Il y a bien quelqu'un qui l'a faite, en tout cas. Ah, il y a quelqu'un qui l'a fait, ça c'est parfaitement clair. Deuxième chose, on avait toujours craint dans ce système qu'il puisse rentrer dans le circuit sodium soit de toute petite quantité d'air qui transportait de l'eau, soit de toute petite quantité de vapeur d'eau, et même en petite quantité, c'est pas bon.
Et sur Phoenix, on avait installé un spectro de masse qui permettait de détecter d'infimes arrivées d'air. On a décidé que tout le système étant étanche à Phoenix, on n'installerait pas d'analyseur de spectro de masse sur Super Phoenix. Évidemment, on a eu une petite entrée qu'on a après compris, comme on l'a eu, et qu'on n'a pas vu, et évidemment, ça a foutu un bazar. Alors, on n'a eu en fait que 2 vraies pannes. Mais chaque panne a entraîné un arrêt. Quand vous redémarrez une installation comme ça, il faut tout un cycle qui dure des mois et des mois, vous l'avez arrêté pour le remettre en route. D'abord, l'intervention elle-même, d'aller changer le barillet, c'est pas un plaisir, ça a dû durer 3 ou 4 mois ou 6 mois, je sais plus. L'autre truc, pareil. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, vous avez eu des arrêts de 6 mois, mais qui ont été en fait des arrêts qui ont duré 1 an et demi à 2 ans. Et donc, sur les 4 premières années, il a presque pas tourné. Et puis, la dernière année, il a tourné comme une horloge. Il a eu la meilleure disponibilité du parc français. Et pour le mettre à mort, c'était les Verts avaient exigé pour être rentré au gouvernement. On a la même chose en ce moment, on a exactement le même schéma politique. On mette à mort l'espoir d'un nucléaire durable, parce qu'évidemment, avec ça, vous faites sauter la contrainte d'approvisionnement en uranium, et vous en avez pour plusieurs millénaires. Rien que le stock d'uranium appauvri en France, on a 10 000 ans de génération, sous les pieds si on le mettait dans un surgénérateur. Donc, si vous voulez, la contrainte d'approvisionnement, elle saute. Vous êtes tranquille. Et on a le plutonium, parce qu'il faut aussi, il faut aussi du plutonium. Enfin, on a absolument ce qu'il faut en stock pour être indépendant pendant des millénaires si on a ces machines. Donc, les Verts ont voulu la peau de ce truc-là. Ils se sont débrouillés à la fois pour le négocier au plan politique et puis pour organiser, alimenter des manifs extrêmement violentes. Il y a eu des types qui ont tiré des roquettes. Il y a eu 5 roquettes de tirées sur le chantier de Crest-Malvy, des roquettes militaires. On sait maintenant quel est l'honorable citoyen suisse de bonne famille riche qui a fait ça, enfin des mecs complètement fondus. Le tout est, c'est qu'on a décidé d'arrêter. Et il y a eu consensus, un peu à la française, le CEA, EDF, tout le monde s'est laissé convaincre parce qu'on leur dit comme ça, vous sauvez votre outil de production. Vous arrêtez ça et les Verts vous demanderont rien d'autre. C'est une espèce de deal politique. Ce qui est absolument scandaleux sur un truc qui a coûté plusieurs milliards d'euros de l'époque. Hein. Combien d'années de perdu? Aujourd'hui, on serait à l'évidence leader dans cette technologie. Les Russes n'ont pas arrêté. Alors, les Russes n'ont pas arrêté. Ils ont un 500 MW qui a maintenant tourné 30 ans sur générateur, donc à mi-chemin entre Phoenix et Super Phoenix. Ils viennent de décider la construction d'un 1200, qui est une copie qui est pas une copie. Ils ont fait les calculs eux-mêmes, hein. Ils sont grands garçons, les Russes, ils savent calculer aussi bien que nous. Ils ont un 1200 MW, qui est maintenant dont le chantier est lancé. Voilà. On va peut-être s'arrêter. Ce que je veux dire, c'est que le surgénérateur. Alors, surgénérateur, on a décidé en France, en principe, d'un nouveau prototype qui va ressembler comme un Phoenix modernisé, qui sera normalement à 250 MW, qui va s'appeler, je ne sais pas comment, Astrid, je crois. Hein. Donc, on va en faire un, mais à mon avis, les Verts vont se mettre en travers. Alors, vent debout, parce que pour eux, le nucléaire durable, c'est le diable. C'est le diable absolu. Donc, Astrid, il n'est pas né. Hein. Tout petit mot sur ITER, puis c'est un beau structure. Alors, ITER, c'est vraiment l'autre voie. Dans la physique nucléaire, vous avez 2 sources. Hein. Celle qui a servi à faire les bombas, celle qui sait faire les bombages. La bomba, c'est de la fission. La bombage, c'est un facteur 100 à 1000 par rapport à la même masse en matière d'énergie dégagée. Donc vous faites de la fusion d'atomes légers au lieu de faire de la fission d'atomes lourds. Et c'est les Russes qui ont mis au point les premières machines capables, pendant des millisecondes, de faire de la fusion, ce qu'on appelait les tokamaks. Et on a développé, il y en a un en Europe qui tourne depuis 20 ans, le JET, dans la banlieue d'Oxford. Et puis on a décidé maintenant à l'échelle mondiale, pratiquement tout le monde y participe, tous les grands pays, y compris les Américains qui, après avoir été contre, au moment où ils ont vu qu'on prenait la décision, ils se sont ralliés, qu'on construit à Cadarache. L'idée d'ITER, c'est pas du tout une machine industrielle. C'est un truc qui durait des millisecondes, de le faire tenir quelques dizaines de secondes. En clair, on se dit, si on est capable pendant quelques dizaines de secondes de maintenir un plasma en état de génération, de fusion, on aura les données pour construire une machine industrielle. Bon, en clair,
Ça va coûter probablement 3 fois le prix prévu. On a prévu 10 milliards d'euros. On verra combien on finit. On finira dans 15 ans parce qu'ITER, il y a des problèmes technologiques dans tous les coins. On ira absolument à la limite de la technologie. Mais on apprendra, on saura s'il y a une chance de faire une machine industrielle. Industrielle, c'est-à-dire que vous récupérez la chaleur que vous produisez et que vous en faites de l'électricité. On aura les données de base pour faire ça. Donc on aura ces données de base, à mon avis, vers 2050. Ce qui veut dire qu'il paraît difficile avant 2080 d'avoir de l'électricité industrielle à partir de ces engins. Et puis il faudra comparer à cette époque-là le prix de revient de cette électricité au prix de revient des réacteurs classiques, qu'ils soient de génération 2, 3 ou 4. Hein. Donc si vous voulez, rien n'est joué parce que, même si c'est faisable, il faut que ce soit moins cher. Si c'est plus cher, on s'en fout que ce soit faisable, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, on n'a aucune donnée aujourd'hui qui vous permet de dire oui ou non, on n'en sait rien. Alors, dernier point, on vient d'ouvrir une nouvelle voie complètement imprévue, il y a 3 ans, grâce aux militaires. Ça, c'est un truc tout à fait étonnant. Enfin, le H, c'était du militaire au départ. Les militaires aux États-Unis puis en France, on dit il nous faut un engin de simulation. On n'a plus le droit de faire d'essais, on a signé des accords internationaux, on ne peut plus faire d'essais. Et pour faire un engin de simulation, il fallait faire des mini-explosions H par fusion, par fusion. Et donc les Américains comme les Français ont construit une installation. Celle des Américains tourne depuis 3 ans, celle des Français elle est rentrée, je crois, discrètement en marche l'an dernier. Il n'y a pas eu un article là-dessus. Qui se trouve pas très loin de Bordeaux, dans les Landes. Oui. Vous connaissez, vous l'avez visité. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que ce machin-là, vous avez un truc qui fait, le bâtiment tout compris, c'est presque la taille de Notre-Dame. Ce que vous faites exploser, c'est à la taille d'une tête d'épingle. Vous voyez tout cet énorme machin pour faire une mini-explosion. Et il y a des gens qui ont dit, mais attendez, ce machin discontinu, est-ce qu'on peut le rendre continu? Et c'est une voie complètement imprévue, qui va être parallèle à ITER, de se dire est-ce qu'on peut faire une machine énergétique à partir de ça. Et ça, c'est un nouveau programme qui n'a pas encore de nom, qui sera probablement franco-américain. On va voilà, s'arrêter là. On finit. Je vous laisse. Désolée, alors, mais je suis partagée entre je vous laisse 3 choses. Puisqu'on a parlé nucléaire et renouvelable, je vous passe un cours qui est un tout petit peu dépassé, mais que j'avais fait en Russie. Je vous passe le rapport mondial 2012 sur les énergies renouvelables. Et puis Desertec. C'est qui? C'est qui l'a fait le rapport mondial? C'est l'association de tous les gens qui font des renouvelables. Il y avait des hydroliennes tout à l'heure, vous avez montré. Oui, oui, vous avez des photos. C'est là-dedans. Oui, vous cherchez, attendez, vous les hydroliennes? Oui, vous regardez, il y a c'est ça. Ah ben voilà, ça c'est des hydroliennes. Il y en a plusieurs modèles. Hein. Non, ça ressemble vraiment aux hydroliennes. Vous voyez, il y en a d'autres qui ressemblent moins. Il y avait une émission à la télé, ils ont montré ça. Oui, voilà. C'est intéressant. Pierre, mais est-ce que vous pourriez aller dans la pièce à côté, montrer votre documentation là-bas de façon qu'on installe Je vous écoute parler, Ah non, moi ça me gêne pas du tout, mais non, tout le monde était ravi. Mais en revanche, on a fait très souvent demander après en disant ça termine trop tard, les conférences chez toi. Alors c'est... Oui, non, mais... On peut le trouver sur Internet. Oui, vous le trouvez.